Bonsoir à tous. Mercredi 1er novembre, c'est un nouveau mois. C'est une nouvelle édition de la Nuit du Sport qui démarre à l'instant sur Spectrum Télévision. Dans la première partie de ce magazine consacré, comme d'habitude, à la pause actu, on parlera tennis avec le tournoi ITF J30 Douala qui est entré dans sa deuxième semaine. On va également s'intéresser du côté du foot aux awards de cette discipline sur le plan international. En Europe, comme vous le savez, Lionel Messi a été sacré pour la 8e fois Ballon d'Or. Sur le plan continental, la CAF ce mercredi a dévoilé ses nominés dans la catégorie masculine uniquement. Zambo Anguissa, Vincent Boubacar figurent parmi les 30 nominés dans la catégorie joueur africain de l'année, tout comme André Onana dans la catégorie gardien de but de l'année. Une catégorie qui fait d'ailleurs son entrée dans ces awards de la CAF. Le Cameroun est absent dans les catégories joueur interclub de l'année, joueur de l'année, entraîneur de l'année, équipe nationale de l'année et club de l'année. On tentera donc de comprendre pourquoi. En seconde partie de cette émission, comprendre également la défaite de Francis Ngannou face à Tyson Fury le 28 octobre dernier. C'est le thème du débat de ce soir. Nombreux sont ceux qui nous ont justement contactés après ce combat pour comprendre ce qui s'est réellement passé pour que Francis Ngannou perde ce combat. Alors, comment désigne-t-on justement le vainqueur d'un combat de boxe? Quelles sont les caractéristiques clés de cette désignation? Réponse à ces questions et à bien d'autres tout à l'heure avec notamment Jean-Paul Moniemo. Il est DTN à la Fédération camerounaise de boxe. Il a aussi formé Francis Ngannou, comme nous le savons tous. Jean-Paul, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous avons un sujet assez important. Les gens se posent assez de questions de gauche à droite. Absolument. Oui, il y a une grosse polémique depuis samedi. Et les gens, j'ai suivi beaucoup de personnes donner leur avis là-dessus. Bon, je vais donner le mien. Qui va rejoindre ou bien détruire certains qui ont déjà trouvé solution à leurs problèmes. Donc, je viendrai donner pour ma part comme entraîneur, comme dirigeant de la boxe, vous expliquer comment le combat a été organisé tout à fait. Et pourquoi ce résultat. Voilà, merci d'être une fois de plus là, parce que vous étiez déjà là mercredi dernier pour planter le décor justement de ce combat entre Tyson Fury et Francis Ngannou. Il était de bon ton que vous reveniez faire le débrief entre guillemets de ce combat, coach. Oui, je vous avais dit exactement comment ça devait se passer et vous voyez que je ne me suis trompé sur aucun point. J'avais parlé des 3 rounds à 4 qui devaient être fatales à Fury. Et après, je vous ai dit si ça allait au point, il ne fallait pas s'y attendre à la victoire. Ça, au moins, je vous l'ai dit à l'avance. Bon, il y a d'autres petits détails que j'ai dit, et puis vous pouvez savoir regarder ça dans comment vous l'appelez encore, ce flash de ce jour-là. Donc, si vous voyez encore ce qu'on a dit ce jour-là, vous pouvez exactement imaginer ce que je vous avais dit. Du déroulement du combat du début à la fin. Donc maintenant, on va parler de la suite de ce combat. Tout à fait. Comment ça s'est passé pour que Francis n'ait pas la victoire. Tout à fait. Okay, merci bien d'être là. Le coach Ernest Mabouka, entraîneur de football, est avec nous ce soir. Coach, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir aux compagnons et bonsoir à tous les téléspectateurs de Spectrum TV. Nos confrères d'eux sont en plateau ce soir, Claubert et Yompan. Bonsoir Claubert. Bonsoir Didier et merci une fois de plus de me faire l'invitation. Merci d'être là Claubert et c'est avec plaisir que je reçois la marque déposée Bal Arma Moïse, journaliste à MSI. Bonsoir Moïse Bal. Bonsoir Lydie Makila, c'est un plaisir et un honneur d'être reçu dans votre somptueux plateau. Ça fait quand même un bail, j'avoue que j'ai dû faire entorse en multiples programmes hyper chargés pour honorer ce rendez-vous hebdomadaire sur STV Télévision. Il faut dire aux téléspectateurs que désormais je me retrouve bel et bien à Mediasport Info Télévision. C'est une grande première au Cameroun. C'est une chaîne de télévision privée sportive qui fait exclusivement dans le sport et c'est tout bénef. C'est avec beaucoup d'amour et de plaisir que j'ai tenu à
déroger à toutes les invitations pour honorer justement ce rendez-vous hebdomadaire de sport, la nuit du sport sur STV Cameroun. Permettez-moi également d'adresser mes salutations sportives au DTN, à l'entraîneur national justement de bourse Jean-Paul Monimon, que je retrouve avec beaucoup de plaisir ce soir, ça fait quand même une décennie. Et les salutations vont également à l'endroit du pro de la diaspora. Absolument. Le Baoba, sans oublier également l'entraîneur de football, diplômé de la Fédération sud-africaine de football et même de la FECA Foot. Merci Val. Enes Mabouka. Tout à fait. Merci à toi pour l'invitation. Merci, je vous en prie. Merci d'être là. On va donc démarrer cette première partie consacrée à la pause actu par une note de tennis. C'est pour signaler que la deuxième semaine du tournoi ITF J30 Douala se déroule actuellement du côté du complexe multisport d'Oyebok Tennis Academy de Kaké Souza, à quelques kilomètres de la ville de Douala. Cette deuxième phase du tournoi des jeunes regroupe les mêmes athlètes qui ont participé à la première semaine qui s'est déroulée du 23 octobre au 28 octobre dernier. On va noter que cette phase est l'occasion justement pour ceux qui n'ont pas fait bonne figure lors de la première semaine de rectifier le tir. Et en attendant l'issue de cette deuxième phase, nous allons vous proposer d'écouter la réaction justement d'un joueur recueilli à l'issue des finales du 28 octobre dernier. Il s'agit de Herman Danfak. On l'écoute. J'ai perdu plusieurs finales dans cette compétition et je suis très content pour ce premier trophée. Alors, la fois dernière, vous avez justement perdu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait la différence avec l'adversaire qui était en face de vous? D'abord, c'est de mon travail personnellement. Et moi, j'ai trouvé que l'adversaire était un peu moins fort que moi par rapport à l'adversaire de l'année dernière. Et j'ai pu continuer à booster pour prendre cette victoire. Et maintenant, pour la suite, à quoi devait-on s'attendre? Toujours à la continuité, peut-être la même chose, on prie Dieu. Ils me sont très émus parce que c'est mon premier trophée, parce que j'ai perdu à plusieurs reprises. Ça fait 2 ans, il faisait que faire en finale. Bon, je suis très content pour ce premier trophée. Ça veut dire concrètement que tu as progressé? Oui, j'ai progressé. On peut dire un peu. Bon, je voulais aussi remercier Solaris pour les entraînements qu'ils m'ont offert pendant l'été aux États-Unis et remercier le bureau d'Ottawa aux États-Unis. Voilà, c'est une réaction d'Herman Danfak qu'on a donc obtenue à l'issue des finales de la première semaine. C'était le 28 octobre dernier, justement du côté de Kaké Souza. Enes Mabouka, je sais quand même qu'en dehors du foot, vous avez quand même un regard tourné vers le tennis et depuis quelque temps quand même, vous suivez aussi comme nous ce qui se passe du côté du complexe multisport de Yebok Tennis Academy. Ouais, je crois que c'est l'une des personnes qu'on doit ne serait-ce que féliciter et encourager dans ce qu'il fait dans le tennis, parce qu'il est inadmissible que dans ce sport que nous avons eu le meilleur, qui était franco-camerounais, qui est Yannick Noah, et qu'aujourd'hui on se retrouve avec cette grande surface de tennis, parce qu'il y a environ 8 à 7 cours de tennis à Oyebok, ce qui est vraiment intéressant. Je crois que en tant que Camerounais, en tant que sportif, j'ai été une fois et ça m'a fait plaisir parce que on trouve ça dans des pays européens. On ne trouve pas ça dans des pays africains. Je crois qu'en Afrique du Sud, j'ai passé beaucoup d'années en Afrique du Sud. Vous arrivez à Pretoria Université, vous allez trouver quelques 3, 4. Mais quand vous arrivez à tennis et Yebok, vous trouvez 6 cours de tennis, ce qui est important. Et je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui se penchent à aller faire les entraînements là-bas. Ce qui est bien parce que tu as toutes les surfaces au niveau de Yebok Tennis Sport. Bon, pour moi, c'est intéressant et pour moi, je dis, il est encouragé parce que c'est pas pour rien aujourd'hui que les Camerounais vont entrer dans le tournoi international parce que nous avons quelque chose qui peut ne serait-ce que amener beaucoup de personnes à pouvoir ne serait-ce que regarder le tennis. Et pour organiser un tournoi international, il faut avoir les équipements, il en a. Il faut avoir des terrains adéquats, il en a. Il faut avoir
cette image, parce que là où cet édifice est placé, c'est vraiment beau et c'est bien à voir, c'est bien à accueillir beaucoup de personnes. Je crois que c'est pas pour rien qu'il a investi. Il a investi pour la jeunesse camerounaise et monsieur qu'on doit encourager. Ouais, on parle de jeunes. Je vais un peu solliciter votre regard, hein, vous qui êtes de la diaspora Claubert Yampan. Aujourd'hui, on a depuis quelque temps, ce tournoi est à sa troisième édition, je pense. Et quand on suit Joseph Oyebok, il estime qu'il était important d'organiser des compétitions afin de permettre aux joueurs camerounais de rentrer dans le classement sur le plan mondial. Vous qui êtes justement de l'autre côté, quel est le regard que vous portez sur un tel projet? C'est que c'est révolutionnaire en ce que déjà l'espace où ce tournoi se joue n'a rien à envier au cours sur le plan international. Révolutionnaire en ce que pour la première fois au Cameroun, on est capable d'organiser un tournoi, comme vous l'avez dit, et donner la possibilité aux jeunes d'intégrer pour les garçons l'ATP, le classement ATP, et pour les femmes, le classement WTA. Et là, il a commencé par les jeunes. Oui, il a commencé par les jeunes, mais c'est déjà quelque chose d'assez intéressant qui vous donne des perspectives. Donc, c'est une idée, c'est une initiative qu'il faut encourager et féliciter. C'est la même lecture, Bal Moïse? Mais disons tout simplement que ce que fait Joseph Oyebok depuis pas mal d'années est tout simplement salutaire pour le mouvement sportif camerounais, particulièrement du tennis, parce qu'il faut dire qu'il est propriétaire de cette structure qu'il a construite de ses propres moyens. Il faut également rappeler aux Camerounais que c'est l'ancien entraîneur des Sœurs Williams qu'il a eu à Manadi à l'époque. Il est camerouno-américain et ça lui donne également des possibilités de signer des partenariats avec notamment la diaspora camerounaise et même les États-Unis où il réside régulièrement. Sauf qu'au niveau de la Fédération camerounaise de tennis, on ne capitalise pas toutes ces multiples actions menées depuis pas mal d'années par Joseph Oyebok, qui porte justement cet événement seul, de ses propres moyens, parfois avec des partenaires sporadiques qui n'apportent pas grand-chose. C'est un four amoureux du tennis. Et de mémoire, je pense que logiquement, on devait l'introniser même à la tête de la Fédération camerounaise de tennis. Mais sauf qu'au Cameroun, très souvent, on n'apprécie pas toujours ce genre d'initiative. On peut faire dealer avec pas mal d'aventuriers qui sont là simplement pour jouer le jeu très trouble de certains cadres du ministère des Sports et de l'Éducation physique lorsqu'il s'agit justement de gérer les compétitions internationales. Parce qu'il faut également le reconnaître, le ministère des Sports ne finance pas les fédérations sportives civiles nationales, mais le ministère des Sports finance les compétitions internationales. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une compétition internationale, le ministère des Sports donne les titres de voyage, l'hébergement avec tout ce qui va avec. Mais le fonctionnement au quotidien des fédérations est particulièrement considéré comme un véritable chemin de croix où on doit cravacher dur pour chercher de l'argent auprès des partenaires potentiels. Parce qu'il faut parler de potentiel, parce qu'il n'y a pas toujours cette liquidité, notamment au niveau des moyens financiers. Donc, ce que fait Joseph Oyebok de ses propres poches depuis des années est à féliciter avec la dernière énergie. C'est un Camerounais qui aime son pays. Il aurait dû construire cette infrastructure sportive aux États-Unis ou en Allemagne, mais il a préféré construire ce camp de tennis loin, cette infrastructure au Cameroun. Et c'est à Souza, une banlieue de la ville de Douala, qui permet justement aux sportifs camerounais de se mouvoir. Déplacer les tennismen de la diaspora pour venir compétir au Cameroun, c'est également une occasion de vendre l'image de marque du Cameroun, beaucoup plus au niveau de cette discipline, qui se meurt à petit feu sur le plan local parce qu'il n'y a aucune visibilité conséquente concernant justement la Fédération camerounaise de tennis. Un calendrier d'activités, des compétitions organisées. Il n'y a absolument rien. Mais après, on fait croire qu'il y a une compétition internationale, les athlètes doivent voyager, il faut débloquer 50 millions, 30 millions, il est gros chiffres. Mais sauf que les athlètes, les principaux acteurs ne bénéficient de rien.
Les amis de Jean-Paul Monyemo parfois utilisent cet argent à d'autres fins. On va peut-être sortir de ce sujet justement parce que j'allais vous lancer. Je vous en prie, Bal Moïse, Jean-Paul. Là, on parle de formation là. Oui, moi en fait, ce que je voulais dire, c'est que on ne voit pas cette formation sur le plan macro. Oui. Moi, je pense que ça devait être une source d'économie, de revenus au Cameroun, comme n'importe quel ministère, comme les mines, par exemple. Je veux dire que si on avait misé sur la jeunesse, avec le sport, en créant des infrastructures à la base, il pourrait nous rapporter d'un ganou comme ça, une trentaine, une centaine. Ça serait une source de revenus, que ce soit dans le tennis, dans la boxe, dans toutes les autres disciplines. On a de la matière. Les Camerounais sont doués. Si vous allez dans n'importe quelle discipline, vous allez trouver des enfants aptes, même avec des infrastructures qui n'ont pas de sens. Ils jouent au ballon sur du caillou et quand ils sont sur le gazon, ils vont vite. Donc je voulais dire que si le Cameroun avait dit, OK, au lieu seulement du ministère de construire des bâtiments universitaires, par exemple, on avait construit à la base des infrastructures rapprochées des jeunes, on aurait beaucoup d'excellents joueurs sportifs qu'on aurait pu remettre sur le plan international qui pourraient ramener de l'argent au Cameroun. Ça serait un investissement très fiable. Voilà, c'était de grosso modo parlant de tennis. Et il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, le sport camerounais n'a fonctionné qu'avec des mécènes. C'est-à-dire que les gens comme ce monsieur qui est venu faire le cours de tennis et qui fait jouer les camps. Et il y aura des enfants qui vont émerger sur le plan international. Ça a été pareil en boxe. Tout ce qu'on a eu en boxe, c'est des mécènes, des gens qui sont venus donner leur argent et avoir quelques résultats. Depuis Joseph Bessala, c'est des mécènes. Voilà. Merci pour cette analyse, coach. Cela nous permet de poursuivre avec la deuxième, ou alors le deuxième point dans la pause actu ce soir. Il s'agit des awards du Ballon d'Or. Tout d'abord avec le 8e sacre de Lionel Messi, Clobert Yompan. Est-ce que c'est un sacre qui vous a surpris ou pas? Non, pour une fois, c'est un sacre qui ne m'a pas surpris, bien que comme d'habitude, il y a toujours des voix qui s'élèvent pour dire que Messi ne l'a pas mérité. À la vérité, on vient de dire que depuis la saison 2021-2022, donc pour le Ballon d'Or 2022, les règles de désignation du Ballon d'Or ont changé et le Ballon d'Or ne tient plus compte de l'année civile, mais de l'année sportive. Lorsque vous l'avez dit, ça clarifie déjà un bon nombre de polémiques que l'on observe aujourd'hui. Et il faut dire que les années Coupe du Monde, la Coupe du Monde est l'événement qui pèse le plus dans le Ballon d'Or. Il y a certainement des exceptions. 2010, c'est l'Espagne qui, et après la Coupe du Monde, c'est la Ligue des Champions qui pèse le mieux. Il y a des exceptions. 2010, c'est l'Espagne qui est sacrée champion du monde. Tout le monde s'attend à ce que Iniesta ait le Ballon d'Or ou alors Schneider qui était champion d'Europe avec l'Inter de Milan et le Ballon d'Or. Mais c'est Messi qui a le Ballon d'Or. Mais la raison, c'est simplement que vous devez porter votre équipe, vous devez vraiment vous détacher. Et dans l'Espagne de 2010, on s'était rendu à l'évidence que tous les joueurs avaient presque le même niveau. Donc autant Casillas pouvait réclamer le Ballon d'Or, Iniesta pouvait le réclamer, Xavi Hernandez pouvait le réclamer, à l'Inter, Samuel Eto'o pouvait le réclamer, Schneider pouvait le réclamer et beaucoup d'autres joueurs pouvaient le réclamer. Et quand personne ne se détache, la loi du domicile joue toujours parce que Messi est un habitué de la maison et il avait fait une saison extraordinaire avec Barcelone. C'est pourquoi il s'est détaché. Il y a l'exception 2014 qui peut être expliquée de la même façon. C'est l'Allemagne qui est sacrée championne du monde. On est dans une année Coupe du Monde. Mais quand vous regardez cette équipe de l'Allemagne, si on vous demande de dire quel est le joueur qui avait porté l'équipe, vous ne pouvez pas dégager un nom. Boateng pouvait réclamer
Mats Hummels pouvait réclamer, Müller pouvait réclamer, Klose pouvait réclamer, mais personne n'avait véritablement porté l'équipe. Et cette année-là, Cristiano Ronaldo avait explosé tous les compteurs et c'est pour ça qu'il remporte le ballon d'or. Il y a l'exception 2018, quand vous prenez l'équipe de France, il n'y a pas un seul joueur qui a porté l'équipe. Kylian Mbappé était encore trop jeune pour porter seul l'équipe. Le patron c'était Griezmann, mais il a toujours été étiqueté comme un joueur moyen. C'est pour ça qu'en 2018, ce n'est pas un joueur français qui a le ballon d'or. Sinon, quand on met de côté ces exceptions-là, en année Coupe du Monde, c'est le ballon d'or qui pèse. Messi était venu au Paris Saint-Germain pour préparer la Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde, nous étions tous d'accord pour dire que Messi et Neymar étaient au firmament de leur talent. Ils étaient en super forme. Messi fait une très bonne Coupe du Monde. Il est le deuxième meilleur buteur. Il porte son équipe. Il est décisif en finale. Il est désigné meilleur joueur du tournoi. Donc, c'est l'un des ballons d'or les moins contestés. Malheureusement pour Alan, qui certainement a explosé tous les compteurs cette année, on était dans une année Coupe du Monde, une année où le favori a tenu son rang et était au rendez-vous. C'est pour ça qu'il ne peut pas remporter. Mbappé ne pouvait pas remporter parce qu'il était au Paris Saint-Germain avec Messi. Ensemble, ils ont échoué au Paris Saint-Germain. Ils étaient ensemble en Coupe du Monde. Messi a fait légèrement mieux que lui en Coupe du Monde. Donc, il ne pouvait pas passer devant Messi. Donc, c'est un ballon d'or assez mérité pour Messi cette année. Les critiques ne doivent jamais manquer pour le ballon d'or. C'est même la raison d'être même du ballon d'or. Mais je crois que, à mon humble avis, pour cette année, Messi l'a mérité. Messi l'a mérité. Alors, coach Ernest Mabouka, l'on estime que c'est certainement le dernier ballon d'or de Lionel Messi qu'il vient de remporter là. Comment est-ce que, quand vous regardez un peu la panoplie des joueurs sur le plan mondial, on peut entrevoyer la suite après l'après-Messi, comme on dit? L'après Messi, je crois que le football n'aura jamais ce joueur idéal. Parce que Messi était un joueur idéal. Hein. Quand vous regardez le parcours de Messi, de là où il a commencé à Barcelone, quittant Barcelone, venant à Paris Saint-Germain, il a fait quand même ce qu'il pouvait faire avec toute cette équipe. Aujourd'hui, il est aux États-Unis. Même avant la Coupe du Monde, personne ne pouvait croire que l'Argentine pouvait gagner la Coupe du Monde. Quand cette équipe arrive en Coupe du Monde, perd son premier match, tout le monde on a dit tout ce qu'on pouvait dire, mais on ne voyait pas l'arrivée de Messi avec cette performance qu'il a eu à faire à cette Coupe du Monde. Je crois qu'aujourd'hui, avoir un joueur, c'est peut-être Mbappé, parce que quand vous regardez aujourd'hui le football, mais il y a un tic. C'est au niveau de son comportement qui pourra ne serait-ce qu'avoir des problèmes. Parce que quand vous regardez Cristiano Ronaldo, vous regardez Messi, qui ont plafonné cette histoire de Coupe du Monde, de Ballon d'Or, vous allez voir que ces joueurs c'est des joueurs disciplinés d'abord. Ils sont très très disciplinés. Et ces joueurs n'étaient pas des joueurs qui venaient dans les médias ou bien aller dans les réseaux sociaux, dire n'importe quoi. Je crois qu'aujourd'hui, Mbappé, au niveau de ce qu'il fait avec l'équipe de France, qui reste discipliné et très très sournois, il pourra ne serait-ce qu'atteindre ce niveau. Il y a des jeunes joueurs qui viennent, comme celui qui est sorti le meilleur jeune joueur de ce ballon d'or là. Et c'est des joueurs qui ont du talent. Jude Bellingham. Il y a l'autre qui est à Real de Madrid aussi, comment on appelle Vinicius. Le Brésilien Vinicius. C'est des joueurs qui peuvent ne serait-ce que être prêts à pouvoir ne serait-ce qu'avoir le ballon d'or. Donc vous ne voyez pas de près Alan ou Mbappé, comme semble l'indiquer la presse française? J'ai parlé de Mbappé. La presse française parle de Mbappé, parce qu'il y a beaucoup de publicité tout autour de Mbappé. Vous voyez un peu. Alan, je ne sais pas s'il pourra faire la saison qu'il a fait la saison passée. Vous voyez un peu en Champions League. Parce que c'est là où tout le monde attend aussi, en Champions League, voir ce Manchester City qui a tourné, qui a eu à gagner la Champions League.
Si Mbappé, Haaland fait le même parcours, ça sera extraordinaire. Il ne pourra pas, ne serait qu'échapper à pouvoir avoir le ballon d'or. Mais je dis bien qu'il y a des jeunes, parce que le football, c'est sur le plan individuel et sur le plan collectif. Ouais. Ça veut dire que le joueur qui peut apporter plus dans une équipe de football, on a vu Messi le faire partout où il est passé. Maintenant, les jeunes joueurs, aujourd'hui, quand on regarde Mbappé à Paris, il apporte quelque chose de plus, ce qui est important. Quand il est à l'équipe nationale française, il apporte quelque chose de plus. C'est là la différence entre Mbappé et Haaland, parce que Mbappé, depuis Paris, apporte plus, et il apporte plus à l'équipe nationale. Par contre, Haaland apporte plus à City, mais moins à l'équipe nationale. Donc, si on regarde tout ça, surtout qu'il y a des entraîneurs qui sont parmi les gens qui désignent le meilleur joueur du Ballon d'Or, il y a des journalistes, il y a des capitaines des équipes nationales. Je crois que cet enjeu, comme a parlé le confrère journaliste, c'est important. Vous voyez un peu. Et je crois que si Mbappé, parce que c'est un joueur extraordinaire, c'est un joueur qui apporte plus partout, de Paris Saint-Germain à l'équipe nationale française. Je crois qu'il pourra faire parler de lui. Et je lui souhaite bonne chance parce qu'il est un bon joueur. D'accord, on va évoluer en restant toujours dans le sillage des awards avec cette information qui est tombée ce mercredi même. La Confédération africaine de football, BAL Moïse, qui a donc rendu publique la liste des nominés pour les catégories masculines des CAF Awards 2013. Je le disais tantôt, il y a côté camerounais, il y a Zambo Anguissa, Vincent Oubacar qui figurent parmi les 30 nominés dans la catégorie joueur africain de l'année. Et le portier camerounais Ando Onana qui figure dans la catégorie gardien de but de l'année, qui est une nouvelle catégorie qui fait d'ailleurs son entrée dans ces CAF Awards. Et depuis tout à l'heure, il y a une grosse polémique. Pourquoi est-ce que Ando Onana ne figure pas parmi les 30? Est-ce que c'est une question qui a lieu d'être, d'après vous? Disons tout simplement qu'au niveau de la Confédération africaine de football, c'est une innovation déjà par rapport à la création de cette nouvelle distinction pour ce qui est du meilleur gardien de but de l'année, mais logiquement, André Onana devrait figurer dans la liste des 30 meilleurs joueurs justement de l'année par rapport à ce qu'il a fait avec l'Inter de Milan. Colbert Yompan tout à l'heure parlait de l'année sportive. Oui. On ne parle plus simplement des prouesses, mais on tient compte également des compétitions majeures qui sont au-dessus de certaines compétitions. C'est tout bénéfice justement pour les organisateurs. Mais vous savez que la Confédération africaine de football parfois fonctionne comme si il faudrait absolument calquer ce qui se fait à l'UEFA, ce qui se fait au niveau de la Fédération internationale de football, l'association, une sorte de mutatis mutandis par rapport justement au fonctionnement professionnel. Mais le continent africain devait également se départir. Même s'il faut respecter les canons, il faut rester dans l'orthodoxie de la gestion administrative du football au niveau européen, au niveau africain. Mais il faut aussi remarquer que il y a 3 Camerounais qui sont sollicités, et c'est particulièrement les Camerounais qui se distinguent au sein des noms notables du Cameroun. C'est vrai que Vincent Oubacar n'est plus sur les feux des projecteurs, mais compte tenu de la performance réalisée par les noms notables du Cameroun à la toute dernière Coupe du Monde de football, parce qu'il faut également le dire, avec la dernière énergie, les meilleures performances de cette équipe nationale datent de Mathusalem, pour ce qui est de 31e ou 32e sur 32e. On était toujours dernier. Et cette fois-ci, quand même, il y a eu une amélioration notable au niveau du management. Les joueurs qui dormaient bien, il n'y a plus de problèmes de primes. Et il y a quand même eu cette victoire face au Brésil. La tache noire de cette affaire, c'est que Ando Onana part du mondial sur un coup de dé, à la suite des dissensions ou alors des incompréhensions nées entre lui et le staff technique des Lions notables du Cameroun, c'est qui a quand même permis, qui a noirci quelque peu l'image de André Onana. Ça, il faut le dire. Onana, c'est un gardien de but. Donc ça veut dire quoi? C'est ça qui justifie son absence dans le top 30? Je ne dis pas que c'est ce qui justifie son absence. Mais vous savez, le coach Enes Ambouka vient de le dire. On tient compte de tout.
il a disputé combien de matchs à la Coupe du Monde pour figurer dans la liste des 30? Les Camerounais, c'est tout à fait normal qu'ils s'expriment parce que nous sommes tous des Camerounais. Il y a un peu du chauvinisme dans cette affaire. Mais si l'on regarde, point par point, qui a fait quoi durant l'année sportive? Ando Onana a disputé une finale de la Champions League. Il n'a pas remporté. Nous sommes d'accord au moins ça dessus. Il a disputé une Coupe du Monde. Combien de matchs a-t-il joué en Coupe du Monde? Quelle a été sa prestation pendant cette Coupe du Monde? Ça compte également au niveau des points pour ce qui est des nominés. Maintenant, la création par la CAF de cette nouvelle distinction pour ce qui est du meilleur gardien de but de l'année. Ouais. En temps normal, Ando Onana devait remporter cette distinction parce qu'en dehors de lui, on ne voit pas trop les gardiens de but africains qui sont distingués au niveau international. On parle aussi de Mendy, il y a Mendy, il y a Ando Onana, mais ce que Ando Onana fait avec le Manchester United, même si les résultats ne suivent pas toujours, parce que là-bas, il y a aussi un problème de défense assez moureuse qui ne respecte pas toujours les canons universels, ou alors la gestion globale du recrutement, parce que tout part du recrutement. Lorsque vous faites un recrutement, vous devez tenir compte de certains aspects. Mais il se trouve que à Manchester United, on a certes un grand gardien de but, mais on a une défense qui n'est pas à niveau, qui n'a pas un niveau européen. Ça donne ce que ça donne. Un coup on gagne, un coup on perd. C'est particulièrement une sorte de chance pour cette équipe de Manchester United. Mais je pense que la Confédération africaine de football, à mon humble avis, a fait un bon job par rapport justement aux nominés. L'absence d'André Onana dans la liste des 30 peut se justifier par rapport à son attitude à la récente Coupe du Monde de football. Et les facteurs que vous avez justement soulevés, coach Monyemo, avant l'analyse de Claubert Yompan, qui, je sais, veut absolument réagir. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui, coach? Bon, il y a eu le ballon d'or de Lionel Messi et la CAF qui rend public aujourd'hui les nominés des CAF Awards 2023. Vraiment, à ce sujet, je n'ai pas grand-chose à dire parce que je ne parle que de ce que je maîtrise. Je ne maîtrise pas les critères de choix des ballons d'or, qui soient au niveau européen ou au niveau africain. Donc, vraiment, là, Lydie, tu vas m'excuser, je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Vous connaissez quand même Lionel Messi? Oui, je vois Lionel Messi. Oui, et je savais qu'il y avait deux personnes qui sont toujours ballon d'or. Il y avait Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Bon, maintenant, s'il y a une troisième personne qui s'invite, je ne sais pas encore. Ce n'est pas encore fait. D'accord, Claubert. Est-ce que les éléments de réponse donnés par Bal Moïse peut justement justifier cette absence d'André Onana dans la liste des 30, une absence que vous, par exemple, vous fustigez avec la dernière énergie? Les angles de réponse de mon frère Moïse sont des angles défendables, sont des angles d'un confrère qui a de l'expérience, qui a du vécu. C'est un angle d'analyse. Bon, nous nous entendons régulièrement sur beaucoup de choses. Pour une fois, on peut ne pas s'entendre sur ça. Donc, j'ai toute une autre grille de lecture. Je vais commencer par la fin. Contrairement à ce que dit Moïse, il y a mieux qu'André Onana. Cette année, comme meilleur gardien africain, c'est Yassine Bounou du Maroc. Lui, il a fait mieux qu'André Onana. Donc, il y a mieux que lui comme gardien. Il devrait être sacré meilleur gardien africain. Et là, ça ne poserait de problème. Que c'est pas gagné là aussi. Ça poserait. C'est pas gagné. Il a disputé combien de compétitions au niveau européen et c'est vrai que le Maroc est arrivé en demi-finale. C'est déjà beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Je suis d'accord avec vous. C'est énorme. C'est la Coupe du Monde. Sur ce point, je suis d'accord avec vous. Sur ce point, Séville, ça vous dit quelque chose l'année dernière. Vous savez qui était le gardien? C'est lui. Donc, si vous êtes champion d'Europe avec Séville, vous jouez les demi-finales de la Coupe du Monde, vraiment. Si ça ne suffit pas, que faudrait-il dire? Je peux même aller jusqu'à contester le titre Lev Yashin qui a été remis plutôt à Emiliano Martinez, qui était 15e au Ballon d'Or, alors que Bounou était 13e. Donc il y a là
Bon, le critère d'élection n'est pas la même chose, c'est compréhensible. L'autre, le jury qui a désigné les deux, n'est pas la même chose. Ce n'est pas contradictoire, mais on peut l'observer. Donc, parlant maintenant d'André Onana, je disais que je ne partage pas la grille de lecture de Moïse. Pourquoi? La CAF, pour analyser le choix dans ce genre de choses, il faut d'abord consulter les critères. La CAF a dit, en année Coupe d'Afrique des Nations, la compétition phare pour elle, même s'il y a Coupe du Monde, c'est la CAN. Et c'est compréhensible. Et c'était pour aller dans son sens, pour dire vraiment, les années d'avant, ce n'était pas ça. On se rendait compte que le champion d'Afrique n'avait aucune valeur dans la désignation du ballon d'or africain. Et c'était une critique qu'on avait faite à la CAF. Et la CAF a essayé de changer ça. Il faut encourager. Malheureusement, cette année, on n'était pas dans une année Coupe d'Afrique des Nations. Et la CAF dit, dans son règlement, quand il n'y a pas Coupe d'Afrique des Nations, on prend le rayonnement international. Le rayonnement international veut dire la Coupe du Monde. Il veut dire la Champions League. Et le comportement en club. Oui, et le comportement en club. La sélection nationale aussi. Tout ça compte. Quand on prend André Onana, et surtout, et ça c'est très important, comparé aux 30 qui sont dans cette liste-là, dans la liste des 30 de la Confédération africaine de football, André Onana fait la finale de la Champions League. La Champions League, c'est comme, on dirait, vous êtes en terminale C, c'est coefficient 6, les mathématiques. Vous atteignez la finale. Ça veut dire, sur ça, en mathématiques, vous avez minimum 17 sur 20. Et vous prenez une autre compétition de seconde zone, où les autres joueurs qui sont dans cette liste de 30 ont pris part. C'est coefficient 2. Même si vous avez 20 sur 20, vous ne valez pas celui qui a atteint la finale de la Champions League. Ils sont combien d'Africains qui ont atteint la finale de la Champions League? Et ils ne s'arrêtent pas là. Avec l'Inter, il est champion d'Italie. Il est vainqueur de la Coupe d'Italie. Si, sur le plan du rayonnement international, ça n'a pas une plus-value, qu'est-ce qui aurait donc une plus-value? On parle donc de la Coupe du Monde pour dire qu'il a joué un match. Si on parle de l'équipe nationale du Cameroun, déjà que 85% de ceux qui sont dans cette liste-là n'ont pas brillé en Coupe du Monde, déjà. Et la Coupe du Monde, il a fait un match, il est rentré. Les autres, par exemple, Aboubakar et Zambo Anguissa ont fait les 3 matchs, mais le Cameroun est quand même rentré au premier tour. Il faut retenir que le classement historique que nous avons de 4 points ne compte que pour le parcours du Cameroun dans l'histoire de la Coupe du Monde, qui est le 2e meilleur ex-aequo avec 2002. Ne compte que pour le Cameroun, parce que rendu à l'échelle mondiale, dans le classement, nous étions mal classés à la Coupe du Monde. Donc, ça ne peut pas avoir une très grande plus-value dans la désignation du Ballon d'Or. Donc, pris cela, et en considérant, je répète bien, en considérant les 30 autres joueurs qui sont là, André Onana devrait y faire partie. La CAF aurait peut-être trouvé une pirouette en disant qu'elle ne classe pas les gardiens dans cette liste-là, qu'on aurait contesté mais acheté. Mais Bounou, qui est le concurrent d'André Onana, fait partie de ces 30. Ça veut dire que la CAF a vraiment estimé qu'il n'avait pas le niveau pour y être. Et pour ça, j'accuse et je demande des explications à la CAF. D'accord. Ernest Mabouka, on va sortir de ce sujet. Hein. Je le disais tantôt, le Cameroun est également absent dans les catégories joueur interclub de l'année, joueur de l'année, entraîneur de l'année, équipe nationale de l'année et club de l'année. Ce sont des indicateurs pour vous? Oui, ça dit tout. On doit comprendre que notre football, c'est... Je crois qu'on a encore en train de pouvoir chercher des éléments pour essayer de pouvoir rayonner comme nous avons rayonné en 90. Je crois que ça sera difficile. Parce que je crois que le travail a commencé. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, il y a un spécialiste français qui est arrivé au niveau de la direction, à la Fédération camerounaise de football, en ce qui concerne
la FICAFOOT qui va ouvrir l'académie pour 4 ans, prendre les enfants de 11 ans, dès 15 ans, vous allez voir la qualité. Donc, ce qui veut dire que c'est un projet de 4 ans que la FIFA a financé. Et je crois que ça va aider le football camerounais parce que, d'abord, les enfants seront bien logés, les enfants seront bien nourris et les enfants iront à l'école pour 4 ans. Je crois que nous devons dire merci au président de la Fédération camerounaise de football parce que ce projet, nous qui sommes au bas quartier, ça veut dire que dans les quartiers où nous mettons notre argent, parce que moi j'ai un centre de formation qui a mon nom, Ernest Babouka, je me bats de mes moyens. Je crois qu'aujourd'hui on aura quelque chose après 4 ans, parce que ce n'est pas maintenant. Quand vous regardez le championnat camerounais, vous regardez la qualité des joueurs que le championnat camerounais a, nous voyons et nous savons qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler. Et quand vous regardez l'équipe nationale... Dans l'absence des joueurs camerounais dans ces différentes catégories-là, c'est un peu difficile. C'est logique. Équipe nationale aussi, il n'y a pas le Cameroun. Voilà. Club de l'année, entraîneur de l'année même. Il y a eu aussi une petite polémique. Comment est-ce que Rigobert Song ne se retrouve pas dans cette catégorie? Non. Donc il n'y en a pas. Non, je crois que quand vous regardez aujourd'hui l'entraîneur de l'année, vous parlez de l'entraîneur sénégalais. Il est parmi les entraîneurs qui ont quand même prouvé pendant beaucoup d'années. Donc Rigobert Song n'a rien prouvé. Non, je crois que pour le moment, il ne faudrait pas qu'on essaie de pousser Rigobert. Là, il faut le pousser en disant qu'il devait être nominé parmi les entraîneurs africains. Je vais vous citer un entraîneur que vous ne connaissez pas aujourd'hui, qui fait du mal, qui fait bien, là où il est, Pitso Moussoumane. Pitso qui est parti depuis Al-Ali, il est parti aux Émirats Arabes Unis, il a fait monter une équipe, prenant cette équipe de la deuxième division, il l'a fait monter en première division. Donc ce qui veut dire que voilà l'un des entraîneurs qu'on ne voit pas. Il lui-même avait dit, il le dit même, que même si c'est Manchester United qu'on lui donne, il pourra faire l'affaire. Parce qu'il faudrait croire à la peau noire. Donc, il y en a beaucoup. Vous comprenez un peu. Je crois que Rigobert a du parcours. Il est en train de travailler dans son projet de jeu et dans son projet dans l'équipe nationale. Il a un contrat de 2 ans qu'on lui a donné. Je crois que après la Coupe d'Afrique en janvier, on verra des fruits qu'il est en train de pouvoir, ne serait-ce qu'une équipe qu'il est en train de mettre sur place, sur pied. Donc maintenant, parlant des clubs camerounais, aucune équipe n'est passée en phase de poule en Champions League africain. Donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses à revoir concernant les clubs camerounais. Et parlant des autres des joueurs qui, comme a parlé nos collègues, qui a montré qu'il est parmi les meilleurs en Afrique, en Coupe du Monde. Je crois que les 3 qui sont là aujourd'hui, nous ne devons pas attendre qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel pour qu'ils soient parmi les 5. Si on comprend bien, le Cameroun est bien représenté alors dans ces awards avec Vincent Oubacar, Zambo Anguissa et André Onana du côté des gardiens. Oui, bon, mais je crois, parlant de Onana, je crois que la CAF est en train de pouvoir, ne serait-ce que l'amener à pouvoir avoir le meilleur gagnant africain. Ce qui est important aujourd'hui et ce qui est bien. Moi, je crois a dit que c'est pas sûr. Il y a le Marocain qui... Beno est bon. Ouais. C'est un bon gardien de but. Quand on le met sur les 30, ok, je crois que ça serait une surprise aussi. Parce que les nominés comme meilleur gardien de but, Onana est là, Beno est là, et puis il y a notre gardien qui est là. Vous allez voir ce qui va se passer. Et ça va vous surprendre parce que c'est les entraîneurs qui votent, c'est les journalistes et c'est les capitaines. Et dites-vous que parmi les pays maghrébiens, il y a beaucoup de pays africains, en Afrique noire, qui vont choisir Onana parce que quelque part, ils l'ont vu en Champions League. Ce qu'il a fait en Champions League, ça veut dire qu'arriver en finale de la Champions League. Combien de clean sheets a fait avant d'arriver en finale, c'est important aussi. Moi, je crois qu'aujourd'hui, Benou a fait quelque chose d'extraordinaire. Séville a gagné la Coupe européenne. Vous comprenez un peu? Il est arrivé en demi-finale de la Coupe du Monde. Il a très bien joué cette Coupe du Monde. Mais
c'est parlant de choix. Parce que avant même qu'on ne donne le ballon d'or à Messi, j'avais déjà les indices parce que tous les entraîneurs parlaient de lui. Vous comprenez un peu. Aujourd'hui, on ne voit qu'un seul gardien africain. Quand on voit le gardien de but, on ne voit qu'Odana. Les Benous, pour le moment, Séville n'est pas à ce niveau, mais Manchester aussi n'est pas à ce niveau. Mais on voit les prouesses des gardiens de but. Le gardien de but, pour moi, aujourd'hui, l'Afrique a pensé à ça. C'est important, parce que c'est que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Dans le recrutement d'une équipe, le gardien de but est le premier joueur à recruter dans une équipe, parce que c'est le numéro 1. Quand vous n'avez pas un bon gardien de but, dites-vous que vous n'avez pas fait une bonne saison. Regardez ce qu'on a fait à Manchester United aujourd'hui. Je peux vous dire qu'il a fait beaucoup de bévues, mais là où il est à Manchester United, c'est que chaque erreur lui coûtera cher. Et Peter Schmeichel a parlé ça l'autre jour. Il lui donne des conseils, il discute avec lui et il les rassure. Vous avez vu le match qu'il a arrêté le pénalty l'autre jour. C'est rassurant parce que à la dernière minute d'un match de football, un gardien noir et africain sauve Manchester United pour avoir 3 points. C'est important. Je crois que si on ne compte pas ce match et on compte les matchs passés et on voit les prouesses d'Onana à Inter, moi je le dis et je le répète, ce n'est pas nous qui allons voter, mais je vois tout le monde mettre la main sur la table en disant que c'est André Onana. D'accord. On va, avant de parler du combat Francis Ngannou-Tyson Fury, s'intéresser au dernier point de la pause actu. C'est le foot féminin avec les qualifications pour les prochains Jeux Olympiques Paris 2024. Le Cameroun est évidemment concerné par ces qualifications. Le Cameroun qui affrontait hier ici au stade de la réunification de Douala la formation de l'Ouganda. Il faut préciser que les Lions avaient été battus à l'aller par 2-0 et il était question justement de se surpasser pour revenir dans la course à l'issue d'un match véritablement qui allait jusqu'aux prolongations. Le Cameroun s'est imposé par 3-0 et est donc qualifié pour le prochain tour. On va vous permettre d'écouter l'entraîneur de l'équipe nationale de foot féminin du Cameroun, Jean-Baptiste Bissek, en conférence de presse d'après-match avec la joueuse Monique Ngok. Vous savez, après un match comme celui-là, qui avait beaucoup d'enjeux, surtout pour notre équipe nationale féminin, on ne peut qu'être satisfait de cette victoire. Mais on sait que c'est que le début. Parce que après ça, il faut encore mieux se préparer parce que vous savez bien que si on passe l'Ouganda, il y aura le Nigeria. Donc on va rester serein, on va continuer à travailler. Et on sait bien qu'il va falloir contre le Nigeria faire mieux que ce qu'on a fait dans les 2 matchs. Donc on va continuer à travailler et surtout rester confiant. Et surtout quand on travaille, on est sûr de ce qu'on fait. Donc je pense que le résultat ne peut qu'être comme celle qu'on a eue cet après-midi. Je dirais déjà qu'aujourd'hui c'est un jour, on va dire spécial parce que l'équipe, au-delà de l'espoir individuel, il y a eu l'espoir collectif. Nous avons vraiment eu à travailler ensemble et c'était pas vraiment facile parce qu'en club, j'évolue en tant que, comme il a dit, arrière droit, mais j'ai eu la confiance du coach. Il m'a convoqué, il m'a donné des conseils précis qu'on a eu à travailler tout au long de la semaine, tout au long du stage. On a insisté sur ça et je me suis retrouvée dans ce qui planifiait, ce qu'il voyait dans le jeu et en moi. Et il fallait vraiment que je réponde présent, pas seulement pour le coach, pour mes coéquipières, pour tout le monde qui attendait, parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'ententes me concernant. Et c'était pas vraiment facile, mais aujourd'hui, on savait que le seul mot qui devait primer, c'est la victoire. Ce qui a fait la différence, parce qu'on n'a pas douté. On n'a pas douté, on est resté concentré. Et puis on savait bien, malgré que quelque part, on n'a pas beaucoup insisté sur certaines situations du match où on pouvait se libérer plus tôt.
Mais on est resté conscient, surtout, ne pas s'affoler. Donc voilà, je pense que on est aussi resté sur notre collectif, surtout essayer de les gêner pour qu'elles ne jouent pas. Et vous savez, on a eu quand même des périodes fortes et des périodes faibles. Donc pendant les périodes faibles, il ne fallait surtout pas les laisser jouer. Et il fallait se regrouper surtout pour ne pas leur donner l'espoir. Parce qu'il y a aussi ça. Et la différence, c'était qu'il ne fallait pas qu'on prenne le but. Et il fallait qu'une fois qu'on est revenu déjà à égalité, il fallait juste être patient. Et je pense que les filles sont restées concentrées. Et puis bon, elles ont eu cette capacité de se surpasser et savoir que même à la dernière minute, on pouvait faire la différence. Donc je pense que c'est ça. Voilà le sélectionneur Jean-Baptiste Bissek. Bal Moïse Armand, vous qui suivez justement depuis plusieurs années cette équipe nationale de foot féminin, vous avez couvert plusieurs Coupes d'Afrique des Nations de foot féminin, donc c'est une équipe que vous connaissez très bien, ça je le précise. Certains estiment que l'équipe a été poussive, ce n'était pas évident pour nos Lions de passer, de se qualifier pour le prochain tour. Est-ce que c'est votre avis? Pas du tout, ça ne peut pas être mon avis parce que depuis le départ de Enongachou, considéré comme le bâtisseur de cette équipe nationale fanion du Cameroun, parce qu'il faut toujours se référer à l'histoire de cette équipe, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle du football féminin, tout le monde découvre ces jeunes dames à la télé, mais personne ne se pose des véritables questions pour savoir d'où partent ces dames pour se retrouver à l'équipe nationale. Après le départ de Enongachou, il y a eu une succession des entraîneurs qui n'ont pas, du moins pour diverses raisons, réalisé des résultats probants. Mais on ne va pas faire le procès de cette équipe ce soir parce que c'est une équipe davantage qui est en perpétuelle promotion et transition. La génération de Gabriel Aboudi Ongene arrive pratiquement en fin de cycle. Nous sommes à la Coupe du Monde au Canada en 2014 où cette équipe explose. Les matchs étaient programmés à 2h, 3h du matin. Les membres du gouvernement s'élevaient pour regarder les matchs. Et il y a eu cette CAN de 2016 où cette génération devrait logiquement remporter la fameuse Coupe d'Afrique des Nations de football féminin qui échappe au Cameroun depuis pas mal d'années. Le problème du football féminin, c'est davantage l'organisation à la base. C'est vrai qu'il y a un championnat qui est organisé depuis quelques années par les différents exécutifs de la Fédération camerounaise de football, mais il faut dire ici qu'il y a un véritable travail de fond qui doit être fait en amont comme en aval. Au niveau des clubs, ce n'est vraiment pas ça. Pour ce qui est de l'encadrement, de l'organisation, du jeu et tout. Aujourd'hui donc, Jean-Baptiste Bissek, ce n'est pas pour prendre sa défense, hérite ici d'une patate chaude. Parce qu'il a été nommé comme ça et puis il a obligation de résultat. On ne veut pas savoir ce qu'il va faire pour gagner des matchs, on veut se qualifier. À partir du moment où il a perdu la qualification face au Kenya, il faut également dire que c'est une grosse pilule très amère, difficile à avaler pour les Camerounais, idem pour ma modeste personne, parce qu'on n'a jamais manqué une compétition de CAN, même si on a nommé des entraîneurs dont on ne maîtrisait pas la provenance pour l'équipe Fagnon. Le football féminin a beaucoup de présenteurs. Les réalités du football féminin ne seront jamais les réalités du football masculin. Déjà, elles arrivent à jouer au football, pour certaines, avec un âge avancé, à 18 ans, 20 ans, et elles n'ont pas toujours les capacités motrices, c'est-à-dire la coordination nécessaire. On a des entraîneurs sur ce plateau. Justement, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Quand on parle de coordination, ça englobe tout. C'est le basique. Alors, si vous n'avez pas la coordination, vous ne pouvez pas jouer. Alors, lorsque vous êtes entraîneur des dames, vous devez à la fois apprendre à la jeune fille comment est-ce qu'on fait la passe, comment on se positionne sur le terrain. Pendant les exercices intégrés qui sont implémentés, notamment les espaces réduits, il faut les expliquer, il faut dialoguer. Et en dehors de ça, vous devez gérer les humeurs, les clans et les problèmes entre les dames. Parce que déjà, avec les enfants à la maison, ce n'est pas toujours ça, mais quand c'est encore les femmes, c'est autre chose. Lorsqu'on est donc entraîneur des femmes, on doit intégrer tous ces pesanteurs. Et on doit être patient. On doit prôner, on doit mettre le dialogue en avant. On ne vient pas à l'équipe nationale,
on crée Ça ne répond pas à ma question jusqu'ici, Moïse Bal. Par rapport au match qui s'est déroulé hier, comment est-ce que vous avez trouvé l'équipe nationale sur l'ensemble des 2 rencontres? Par rapport au match qui s'est déroulé hier, il faut dire qu'il y a eu jusqu'ici, je crois, Jean-Baptiste Bissek a disputé déjà, je crois, 4 matchs. Ça fait 4 matchs. 2 matchs contre le Kenya en aller-retour et 2 matchs contre l'Ouganda. La 4e rencontre d'hier a été totalement différente des autres rencontres. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de critiques et la direction technique nationale, à travers justement la responsable du football féminin dans cette DTN, il y a eu beaucoup d'analyses qui ont été faites. On a tenu compte également de l'expérience de certaines joueuses qui ont apporté une plus-value. Moi j'ai un problème aussi au Cameroun parce qu'on ne peut pas avoir une joueuse comme Gabrielle Aboudi-Ongene, qui est professionnelle en club, qui joue en club. Et on estime que dans son pays, elle doit jouer des bégos de match, elle doit jouer 10 minutes, elle doit jouer 20 minutes, qu'elle n'apporte plus, elle est vieille, elle est... Moi, c'est un peu compliqué. Au niveau du football féminin, généralement, c'est quand on prend de l'âge qu'on gagne en maturité. Nous avons justement franchi l'étape de l'Ouganda. L'Ouganda, dans le ranking du football africain, par rapport au football féminin, ne pèse pas devant le Cameroun. Donc, ce n'est pas une surprise pour moi de voir ces dames gagner cette équipe. Ce n'est pas une surprise. Tout dépend des joueuses qu'on a sous la main. Tout dépend de la forme du jeu et de l'animation de jeu que l'entraîneur met en place. Hier, par exemple, j'ai retrouvé les schémas préférentiels de l'époque. C'est-à-dire, lorsqu'on a un ballon dans l'entrejeu, on cherche les côtés. Parce qu'avec les dames, il faut jouer à partir du milieu de terrain. On n'ouvre pas le jeu, on le coupe dans tous les sens comme chez les hommes parce qu'il faut tenir compte des efforts physiques qui sont déployés. Vous avez constaté que les Ougandaises avaient des crampes à tous les coups parce que physiquement, elles ne pouvaient pas tenir le rythme. Et les Camerounaises, sur le plan physique, étaient beaucoup meilleures que les Ougandaises. Et le match s'est gagné sur les petits détails. L'expérience de la haute compétition, acquise par des joueuses comme Gabrielle Aboudi-Ongene, qui a pesé de tout son poids pendant la première période et qui était aux avant-postes. Et qui évolue également dans son poste de prédilection, qui est le milieu de couloir droit et parfois gauche. Parce qu'elle alternait entre le côté droit et le côté gauche. Idem pour Chudjoya Adjara, qu'on a forcé à l'axe, mais qui s'est senti, qui est plus à l'aise sur les côtés et qui adore les espaces généralement quand elle part de loin. Et à côté de cette expérience, il y avait des joueuses comme Gokmonik, qui est passée par Éclair de ça et qui est professionnelle en France. Elle vous a dit à la fin du match, en pleine conférence, le rôle qui lui a été assigné par le coach. Donc, ça veut dire que hier, elles ont évolué sur les consignes et davantage, elles avaient à cœur de laver l'affront subi à la manche allée. 2-0, gracieusement offert par la gardienne Birina, qui n'a pas été alignée hier. Le coach Mabouka va m'excuser à ce niveau, parce que là, c'est quand même la magie. Une joueuse qui commet des boudes à tous les coups, elle est toujours alignée. On ne sait pas ce qui se passe dans le staff technique. Et les Camerounais ont tellement bavardé pour cette gardienne de but qui a dû être écartée. Et hier encore, à l'approche de la séance des tirs de but, pendant la deuxième phase de prolongation, Birina s'est levé pour aller se chauffer parce qu'il fallait préparer les tirs de but. D'après ce qu'on apprend, c'est que pendant les séances d'entraînement, elle était plus apte par rapport à Cathy Biya au niveau de la séance des tirs de but. Le public s'est levé pour demander mais où est-ce qu'elle est en train d'aller? Elle va où? Qu'on laisse Cathy Biya terminer le match. Et ce sont les filles qui se sont regroupées au stade pour dire vraiment coach, laissez-nous finir le match. On ne va pas arriver à la fin des prolongations. Laissez-nous finir le match. Laissez Cathy finir son match. Comme pour dire quoi? Dans tous les pays du monde, dans toutes les équipes, il y a ce qu'on appelle les joueurs cartes. Il y a des joueurs cartes qu'il faut respecter. Ça ne veut pas dire que les cadres sont au-dessus de l'entraîneur. Quand il vous a eu de faire le classement, vous vous rapprochez des cadres pour dire, bon, qu'est-ce que vous pensez? Ils donnent un avis consultatif, mais ça ne veut pas dire que les cadres décident. Tous les entraîneurs qui sont studiés dans cette équipe ont pris cette équipe comme si c'était une affaire d'État, viennent diviser l'équipe, créer des clans, et ça donne ce que ça donne. Aujourd'hui, nous avons un gros morceau qui nous attend. On a franchi l'étape de l'Ouganda. Moi, je ne suis pas surpris du résultat d'hier. Je n'ai même pas tellement jubilé. Mais j'estime que, pour le moment, nous n'avons pas une équipe assez compétitive, capable de tenir la dragée haute face au Nigeria, parce que le Nigeria, c'est le géant du football féminin en Afrique. Même si le Maroc, depuis un certain moment, essaie de bousculer cette hiérarchie, et si par hasard, on franchit l'étape du Nigeria,
on a l'Afrique du Sud qui nous attend. Ça veut dire que ça devient de plus en plus sérieux. Ce n'est plus l'Ouganda, le Kenya, l'Éthiopie. Il faut donc faire ce qu'on appelle le rappel des troupes, des meilleures joueuses du Cameroun, que ce soit sur le plan local ou international. Ce qu'on a eu là, ce n'était pas nos meilleures joueuses. Non, mais vous savez, dans une équipe, il y a un peu de tout. Il y a des joueurs moyens, il y a des joueuses moyennes, il y a des joueuses 4. Il y a par exemple Lars du Cameroun là qui m'inquiète un peu parce que Mambolamo a des sérieux problèmes de sortie des balles, de relance. C'est un problème pour une footballeuse professionnelle. Nous avons une Estelle Johnson, frustrée, très fâchée, très remontée contre le Cameroun parce qu'elle a commis quelques erreurs. Elle a été jetée en pâture par ses coéquipières. Et c'est une dame, on peut comprendre cela. Il faut aller vers elle, il faut négocier. Il faut négocier, il faut aller vers Estelle Abona, vers Estelle Johnson. Pour moi, qui est considérée comme la meilleure défenseuse centrale des Lions indomptables. Depuis le départ de Kissine Mani, il n'y a vraiment pas de remplaçant dans cette équipe. Pour ce qui est de la défense, je dis bien Lars. Les problèmes qu'on a dans cette équipe, il y a Lars, il y a le milieu de terrain, il y a la jeune Eto qui essaye de donner de la lumière. Pied gauche, pied droit, elle nous rappelle un peu Jérémy, elle nous rappelle un peu Feu Raïssa dans cet entrejeu des Lions indomptables. C'est bien, mais au niveau du compartiment offensif, nous avons Michael Abam qui est un peu désordonné tactiquement dans sa façon de jouer. On ne va pas toujours s'appuyer sur Adjara et Abouji pour gagner le match. On doit penser non seulement à faire, pourquoi pas monter les pépites des U20 qui montent en puissance pour davantage préparer cette équipe et multiplier les matchs amicaux. Il ne faut pas attendre à moins de semaines du match pour dire que nos stages préparatoires en Bankomo, merci bien. On ne fait pas la confédération contre le Nigeria. Je vous en prie. Kleber Yompan, votre regard sur les Lions hier? Déjà, bravo qu'elle se soit qualifiée. Je crois qu'après le 0-2 du match aller, on ne vendait pas. C'était un peu compliqué. Je crois que nous sommes nombreux qui moi je croyais, devons peut-être présenter nos excuses au coach Bissek parce qu'il a été héroïque, complètement liquidé sur la toile. 4 matchs. On l'avait critiqué comme s'il avait déjà dirigé l'équipe pendant 50 matchs. Je crois qu'il n'est pas responsable du mauvais jeu de cette équipe-là. Je crois qu'il y a même des joueuses dans cette équipe qui ont plus de responsabilité que lui. Et c'était inélégant de le jeter en pâture. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup qui se levaient pour le défendre. Il a pu qualifier l'équipe. Ce que je vais retenir du match d'hier, ce ne sera pas trop le jeu, parce que sur le jeu, il y a vraiment beaucoup de choses encore qui manquent. Mais c'est la mentalité, c'est le fighting spirit des Lions. On sent bien qu'elles ont commencé le match pour se qualifier. Parce que dès le coup d'envoi, même s'il y avait des déchets, c'était objectif, marquer au moins le but. Et le premier but de Choutadjara était le but qui libérait et qui voulait dire que tout était possible. Aboudi a livré un bon match hier, mais contrairement à ce que Bal dit, sur les 3-4 dernières années, elle a eu beaucoup de chance, mais elle n'a pas, de par ses performances, mis tout le monde d'accord. Elle peut encore apporter beaucoup, mais elle doit aussi faire respecter son rang. Donc, malheureusement, peut-être ce sera une euphorie de courte durée, parce que ce qui vient devant, c'est du sérieux, le Nigeria. C'est vrai que... Oui, mais Kobe, désolé de vous interrompre. C'est pas comme si... Il y a aussi une manière de... Permettez-moi. Je vous en prie, Paul-Louise. Il y a aussi une manière, il est en train d'expliquer. Il y a une manière également de faire partie des cas dans une sélection nationale. Je ne suis pas très d'accord avec cette attitude, ce raisonnement. Dit que durant ces 5 dernières années, vous êtes d'accord avec moi que les matchs se suivent et ne vont jamais se ressembler. Et tous les entraîneurs qui arrivent en sélection nationale, notamment au niveau des dames, chacun vient avec sa philosophie. Et lorsqu'on vient, on doit avoir la maîtrise parfaite des joueuses, des forces et des faiblesses de chacune d'elles. On ne vient pas comme ça dans une équipe nationale chambouler tout. Dit que toi tu es latéral, tu te retrouves en position de milieu de terrain, alors qu'il y a les latérales de métier, il y a les milieux de couloir de métier. Chacune doit jouer dans son poste de prédilection. Et puis ce n'est pas l'âge qui joue au foot, c'est le rendement sur le terrain et les performances. Elle peut pas être professionnelle à l'étranger
et estimer qu'au niveau du Cameroun, elle doit jouer des bégos de match, elle doit jouer 10 minutes, elle doit jouer 3 minutes. Il faut respecter le vécu, de cette joueuse dans cette équipe nationale. Ok, merci pour la précision. Et j'estime que la presse camerounaise en fait un peu trop par rapport justement à ces joueuses cadres de l'équipe nationale dames du Cameroun. Il faut respecter quand même le vécu. On vous a compris, Bal Moïse. On vous a compris. Il faut bien qu'on évolue. Claubert. Parce qu'elle apporte plus. Hier, elle a participé au moins à 60% dans la qualification de cette équipe. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça. On a compris que vous n'êtes pas d'accord. On va permettre à Claubert de continuer. Dans quelques instants, on va passer pas forcément uniquement à l'autre sujet. On vous a compris. Voilà. Claubert. Bon, c'était ma qualification. Si on a eu le même match, j'ai la chance que j'étais au stade. Moi-même, j'étais au stade. J'ai vu le match. Je ne sais même pas si Aboudi a fini le match. Non, pour avoir 60. Pour avoir 60, ça ne veut pas dire qu'elle a porté. C'est un petit hypercube. Quand j'étais je dirais simplement que j'ai vu le match. Non, c'est vous qui donnez les pourcentages. Si elle a donné 60%, Chouta vous ne voyez pas trop les... a donné combien? Vous ne voyez pas l'implication. Ne prenez pas. Non, je dis qu'elle a fait un match respectable hier. Mais commencez à dire qu'elle a 60% dans la qualification. Elle a apporté, elle a beaucoup apporté. Moi, j'ai vu les détails. Vous en faites une affaire personnelle avec trop d'émotion. Vous ne pouvez pas faire une fixation sur Aboudi. Je ne fais pas de fixation. Vous le faites déjà. J'aborde Aboudi parce que vous avez été excessif sur Aboudi. Vous avez résumé le match en Aboudi seul et je dis c'est irrespectueux. Déjà, dès votre première prise de parole, vous avez fait comme si vous étiez chargé de mission d'Aboudi sur le plateau. C'est pour ça que j'ai voulu rafraîchir la mémoire et dire que nous qui suivons ensemble le foot, on peut prendre, mais on peut aller au-delà des 4 années, des 6 dernières années. Non, on parle du banc d'hier. Des 6 dernières années et faire le bilan de ses performances en équipe nationale et constater que ce n'est plus l'Aboudi qu'on a connu auparavant et qu'aujourd'hui, la question de sa titularisation peut se poser, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut plus apporter à cette équipe. Je dis qu'elle peut encore apporter, mais faire d'elle comme une incontournable, comme celle qui porte l'équipe. Pourtant, les performances, parce que quand on veut juger au-delà des performances en club, la performance en club vous donne simplement la crédibilité pour pouvoir être sélectionnable. Et maintenant, quand on vous donne la chance d'être sélectionnable, ce qui prime le plus, c'est le rendu que vous donnez. C'est pas ça. Ce n'est plus par vos buts dans votre club qu'on vous juge. On vous juge par le rendu sur le stade. Et si 4 entraîneurs successifs se sont trompés sur vous, ils ne vous ont pas mis au banc, ils vous ont donné votre chance et chaque fois ils se trompaient sur vous, ça veut dire que quelque part il y a un problème. Donc il ne faut pas réduire le problème à... Je vous en prie. Apporter à cette équipe. Cette équipe doit être repensée, le jeu de cette équipe doit être repensé. Je suis même pour une profonde révolution dans cette équipe, parce qu'on se rend bien compte que le jeu n'est pas là. Cette équipe qui vous donnait un jeu plaisant, qui vous donnait même l'envie de regarder, même hier quand nous gagnons, je répète que ce n'est pas par le jeu que nous gagnons. Nous gagnons par la volonté, parce que les filles voulaient vraiment se qualifier. Elles se sont dit, si c'est l'Ouganda qui nous retire, après le Kenya, vraiment, ce serait une faute professionnelle. Il est mieux d'éviter cela. Et elles ont donné tout cela pour se qualifier. Mais sur le plan du jeu, il faut vraiment repenser cette équipe et changer des choses. D'accord. Peut-être pour sortir de ce sujet, coach Ernest Mabouka, en peu de temps, est-ce que si vous partagez un peu la lecture de Claubert Yompan, qu'il y a un problème au niveau du jeu même de cette équipe nationale, et comment est-ce que le prochain match sera contre le Nigeria? Je crois que aujourd'hui, les deux journalistes qui sont sur le plateau ont tout dit. Ça veut dire que sur le plan du jeu, on a encore des problèmes. Parce que je crois qu'on a gagné ce match par les petits détails. Parce que quand vous regardez, tout d'un coup, on a vu que la gardienne n'était pas rassurante sur les ballons en venant sur les côtés. Les gardiennes africaines ne sont jamais
rassurant sur des ballons qui viennent de côté. Parce que d'abord au niveau de la formation, ça veut dire que je le dis, la coordination, les techniques. Vous avez vu même notre Katibia, les 2 coups francs qui sont venus vers elle. Elle s'est trouvée. Elle a arrêté le ballon en 2 temps. Et je me dis même que si l'arbitre ne regardait pas que la joueuse ougandaise est venue tomber devant elle, on pouvait mettre le pénalty facilement. Justement. Vous comprenez un peu? Donc, on a gagné parce que ces joueuses-là ont pris le match en elles et elles ont dit que ce n'est pas l'Ouganda. On perd le match en Ouganda, contre l'Ouganda parce que nous sommes partis étant confiants que nous pouvons gagner cette équipe sans toutefois ne pas avoir les forces et les faiblesses de l'équipe ougandaise. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les tournois Kosafa, elles sont plus dans des tournois que l'équipe nationale du Cameroun. Elles se connaissent. Je vous dis, elles se connaissent. Et vous regardez la dernière Coupe d'Afrique, elles étaient là. Elles ont joué. Et elles ont joué des matchs. Elles sont plus dans la cohésion que l'équipe nationale du Cameroun. Ça veut dire que dans le jeu, c'est ce que j'avais... Les matchs amicaux. vous comprenez un peu. Elles jouent beaucoup de matchs amicaux parce que C'est ce qui manque. elles n'ont pas beaucoup de joueuses professionnelles. Elles ont des ça. joueurs. Cette équipe a des joueuses qui jouent dans le championnat local. Ouais. Vous comprenez un peu. Donc, pour moi, refaire cette équipe nationale, ça demande beaucoup de travail. On ne peut pas demander tout à Côte Bissek aujourd'hui. Ouais. Et ce que je suis en train de dire, c'est ce que la FECAFOOT a pensé, la direction technique a pensé, d'avoir aussi une équipe jeune de 11 ans. Ouais. On doit commencer à les former. Oui, attendre 4 ans. Attendre 4 ans. Donc, sur le match face contre au Nigeria qui arrive. Ce que j'ai toujours dit, et je le redis, l'équipe nigériane est une grande équipe. Et vous savez pourquoi l'Afrique du Sud peut taper cette équipe nigériane? Parce que l'équipe sud-africaine, on envoie des experts regarder les séances d'entraînement et analyser les joueurs nigérians. La seule joueuse nigériane que vous voyez aujourd'hui qui est plus forte que tous les joueurs, Oshoala, qui joue à Barcelone, qui cartonne à Barcelone. Quelle est l'armée qui pourra faire en sorte que Moïse-Ba vient de parler maintenant de l'axe central de l'équipe nationale du Cameroun? Mais voilà, les chantiers. Ça veut dire que les sorties de balles de l'équipe nationale du Cameroun causent problème. Les 2 filles qui ont joué à l'axe hier ont donné des passes. Ça veut dire que pouvoir sortir le ballon dans les intervalles, merci, coach. C'est difficile pour eux de sortir les ballons dans les intervalles. Je crois que Moïse-Ba a parlé d'Estelle Johnson. Elle est la seule joueuse camerounaise qui peut bien sortir les ballons sur les côtés, en intervalle et en coup de pied, les ballons, les longs ballons. Maintenant, si nous voulons vraiment jouer cette équipe nigériane, il faudra voir les forces et faiblesses de cette équipe. D'abord au match aller, préparer ce match comme si nous allons préserver pour qu'on ne puisse pas encaisser des buts. Et avec le public camerounais, parce que je peux vous dire, l'équipe nigériane ne pourra pas nous gagner au Cameroun. Si nous partons au Nigeria, il faudrait que nous puissions préparer ce match pour ne serait-ce que avoir un score peut-être de 2-1, perdre 2-1, venir au Cameroun gagner l'équipe nigériane 1-0. Ça peut se faire et que le Cameroun passe au troisième tour. Mais je dis c'est un match difficile. Le coach Bissek l'a dit et je crois que il est confiant parce qu'un entraîneur ne partira jamais dans un match sans toutefois être confiant. Il est confiant et il voit qu'il a un chantier et il a même dit ça dans son interview avant match. Qu'il est dans un projet. Il faudrait que les journalistes et tout le monde pense aujourd'hui que Bissek n'est pas venu qualifier cette équipe pour les Jeux Olympiques. Mais si ça arrive, c'est bon. Il est là pour un projet. Je crois que ceux qui l'ont fait signer le contrat l'ont mis dans un projet. Et dans ce projet-là, donnons-lui le temps de pouvoir avoir une équipe. Moi, j'ai vu une joueuse comme Eto'o hier. Je n'ai jamais vu une joueuse comme ça. Mais très spécifique. Ça veut dire que cette joueuse-là, prendre le ballon, tourner et faire des passes qu'il faut et prendre des responsabilités. Pied gauche, pied droit.
c'est super. C'est du jamais Vous vu. comprenez un peu. Moi, je crois qu'aujourd'hui, si le Cameroun, l'indice que je peux donner au Côte-Bissek, c'est que sur les côtés, ça veut dire que quand on va sur les côtés, qu'on essaie de travailler le ballon sur les côtés, tous les gardiens en Afrique ont des problèmes de sortie. Moi, aujourd'hui, je pleure. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les gardiens en Europe, depuis travailler, c'est comme des hommes. Ça veut dire qu'on les met dans des situations... Il n'y a pas de coup de pied. D'entraînement comme des hommes. Moi, je vois les gardiennes anglaises en match et en équipe nationale anglaise. C'est des meilleurs. La passe est bien dosée. Vous comprenez un peu? Maintenant, quand on vient en Afrique, on ne respecte pas... Les canons. Les canons d'entraînement. Et on ne respecte pas... Je vous en prie, Moïse Bal, on est un peu discipliné sur ce plateau. Le métier de gardien de but. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il faudrait qu'on essaie de donner la place aux entraîneurs de gardiens de but, qu'on essaie de mettre l'accent dans l'entraînement de gardiens de but. Que ce n'est pas n'importe qui peut être entraîneur de gardien de but. Parce qu'il y a beaucoup. C'est l'un des plus grands chantiers que le Cameroun. Parce que nous avons eu des grands gardiens comme les Thomas Kono, comme les Joseph-Antoine Bell, comme les Aliou Mbouka, les Jackson, les William Mandem, les autres. Et on en a qui vient aujourd'hui. Nous ne pensons pas préparer l'avenir. Aujourd'hui, avec celle qui est rentrée à l'équipe nationale, U17 aujourd'hui, la gardienne de but du Cameroun, qui a triomphé en Afrique, qui a fait du bien en Afrique, elle était à ce niveau, mais il faudrait que nous pensions à travailler de jeunes filles qui peuvent être plus que ça. Vous voulez parler de Ngondo Manette. Ngondo Manette. Il faut la citer. Vous comprenez? Donc, ce sont des anciennes quoi qui c'est pour cela que moi, je peux ne serait-ce qu'exhorter tout le monde à pouvoir ne serait-ce que tenir compte des entraîneurs spécialistes des gardiens de but qui méritent, qui doivent être dans cette équipe. D'accord, on vous a compris, Anas Mabouka. On rappelle que c'est votre spécialité, les gardiens de but. Alors, Jean-Paul Monyemo, on va parler d'un sujet qui vous concerne particulièrement. Je pense que là, vous avez beaucoup à dire. Il s'agit du combat du 28 octobre dernier qui s'est déroulé à Riyad, en Arabie Saoudite, entre Tyson Fury et le Camerounais Francis Ngannou. Francis Ngannou qui a donc perdu ce combat. Pourquoi? En fait, tout le monde parle de cette défaite comme si c'était un championnat du monde réel. Mais en fait, je sais que c'était un match d'exhibition. Et j'avais déjà dit que pour que Ngannou soit vainqueur de ce combat qui devait avoir lieu, qu'il ne devait pas gagner au point. Pour gagner le champion du monde, il fallait le battre avant la limite. Ça, c'était sa seule possibilité d'être au-dessus. De deux, moi, je veux qu'on dise déjà merci à Fury, parce qu'il n'était pas obligé d'accepter un combat avec Francis. Un combat qui n'entrait pas dans le classement, qui n'est pas un titre en jeu. Francis ne faisant pas partie des boxeurs. Il est reconnu plutôt comme combattant du MMA. Donc, ça, il a mis Francis à la une, donc à la vue de tous. Il a sorti Francis vraiment du combat du MMA pour le mettre à la lumière à la boxe. Et ça, on devait déjà lui dire merci. Bon, maintenant, ça nous a permis de voir autre chose, c'est-à-dire Fury. Quand j'ai vu ce combat, je me suis dit, et par rapport à son combat qui devait avoir lieu un mois plus tard, je me suis dit, non, ce combat, il n'a pas préparé. Il s'est dit que c'était un match de sparring, un combat de préparation, comme un match amical au football, pour son prochain match. Mais je l'avais déjà dit, c'est parce qu'il ne savait pas que Ngannou est boxeur. Parce que quand je suis tous les journalistes parler de Ngannou, c'est un gars qui sort du MMA et machin, et il ne connaît rien de la boxe. Il est boxeur à la base. Mais ils n'ont rien compris de Francis. Il est boxeur à la base, mais il continue à boxer. Quand vous regardez ses combats de MMA, il les gagne avec la boxe, à 80%. Bien sûr. De deux, il est avec Carlos Takam. Oui. Ils sont toujours ensemble et il sert de sparring aussi à Carlos quand il a ses combats. Donc, c'est un boxeur tout fait complet. Moi, je dis, c'est par respect pour Fury. Parce que je n'ai pas vu Francis accélérer quand il devait le faire. À plusieurs reprises, il pouvait mettre un terme à ce combat. Il s'est calmé. Déjà pour respecter Fury qui lui a donné le match.
Donc, qu'à la fin, le résultat n'était plus important pour nous. Et ça, c'est ce que les Camerounais doivent savoir, tous ceux qui le supportent dans le monde entier. Ce n'était pas un combat où il devait le gagner pour être dans un classement, où il devait prendre la ceinture. On a présenté la ceinture, mais la ceinture n'était pas en jeu. C'était pour dire que Fury, c'est lui qui détient le titre mondial. Donc, dans ce combat, ce que vous devez retenir, c'est que Francis, il ne s'est pas donné à 100%. Et qu'il peut faire très mal dans cette catégorie. Moi, je crois qu'il peut même être champion des deux disciplines. Si on lui donne l'occasion. Et je pense il a encore une marge de progression, Francis. Il peut encore progresser sur le plan technique en boxe, et beaucoup même sur le plan tactique. Parce que, bon, les gens ont apprécié parce qu'on le voyait pour la première fois, mais il a des choses encore qu'il peut faire pour augmenter, pour grandir dans cette discipline. Par exemple, oui, vous avez vu par exemple l'accrochage avec Fury. Bon, lui pivotait exactement comme s'il était au MMA, c'est-à-dire qu'il tournait vers l'arrière. Bon, et puis j'ai l'impression même que quand Fury est tombé, il court vers lui comme parce que comme au MMA. C'est le réflexe du MMA. Tout à fait. Avant de s'arrêter. Oui. Donc vous comprenez qu'il a encore quelques gestes de réflexe du MMA. Du MMA, bien oui. Tout à fait. Donc moi je sais qu'il a encore une grosse marge de progression. Il pouvait faire très mal. Et maintenant qu'il a pris confiance en lui, c'est-à-dire qu'en prenant celui qu'on présente comme le meilleur en boxe, il prend confiance parce qu'il a senti, il a jaugé le niveau et comprend qu'il peut faire mieux que ça. Donc les prochains combats lui-même il estime qu'il aurait dû gagner ce combat. Oui, c'est-à-dire que dans ces prochains combats en boxe, il faut s'y attendre de voir un gros dégât. Parce que là, il a pris confiance maintenant en lui. Il est sûr que ce n'est pas très dangereux en boxe là-bas, il peut faire mieux. Donc, moi je pense qu'il est même plus boxeur que combattant du MMA. Ouais, son attitude sur le ring, encore, je dis bien, il a une marge de progression. Il y a encore des choses, quand il va apprendre, il va être très dangereux. Quand Fury tombe, il prend un contre même en bout de course. Parce que si c'était en plein fouet, il ne se levait pas. Vous voyez, il prend au-dessus de l'épaule, soulevé. Et il est grand, donc c'est en bout de course. Mais s'il le prenait en plein fouet, moi je ne crois pas qu'il devait se lever. Donc, et autre chose, c'est que j'ai souvent dit pour les lourds. Francis, contrairement à ce qu'on pense, je l'ai vu prendre deux droites puissantes de Fury. Il n'a pas bronché. Donc, ça c'est l'une des grosses qualités dans la catégorie des poids lourds. Parce que celui qui encaisse et qui peut rester debout et lui frappe, il sera très dangereux. Autre chose, il prend moins de coups. Il prend moins de coups. S'il renforce encore sa défense, il va être encore plus dangereux. Donc moi je dis, Francis a encore du pain sur la planche en boxe anglais. Il peut, d'abord, en MMA, je trouve qu'il n'a même presque pas d'adversaire là-bas. Donc, il peut être champion en MMA, il peut être champion en boxe anglaise. Il peut rester encore 3 ou 4 ans là-dessus, comme ça, au sommet de ces deux arts. Mais concrètement, coach, qu'est-ce qui aura fait perdre Francis Ngannou dans ce combat, concrètement? Non, en fait, c'est comme je suis en train de vous dire, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de titre en jeu, il n'y avait pas un classement. Donc il n'y avait aucune obligation, on pouvait donner un nul, c'est clair, mais le champion du monde en titre, il garde sa ceinture, puisque rien n'est. Du moins, si. Elle n'est pas en jeu. Elle n'est pas en jeu. Il n'y a pas trop d'enjeux. Et moi, je trouve, comme je vous ai dit au départ, il n'y avait aucune obligation que Fury accepte. Et puis, vous ne venez pas l'humilier pour un combat qui n'entre dans aucun classement. Mais dans le combat en lui-même, comment est-ce que vous avez trouvé le combat lui-même, parce que généralement, quand je regarde un match de boxe, comme celui-là qui a 10 rounds, je prends un petit calepin, et puis quand je dis que tel, il prend ce round, je pointe, tel il pointe ce round. Donc, dans mon pointage personnel, Francis, il avait 6 rounds. Et Fury, 4 rounds. Bon, parce que déjà, même s'ils avaient égalité de rounds, Francis a envoyé Fury au tapis. Ce qui fait que, à ce round-là, parce que je vais vous dire comment ça se note, à chaque round, un vainqueur. Le vainqueur du round a 10 points et le vaincu a 9. Maintenant, si
l'un est allé au tapis dans un round, il ne perd pas un seul point, mais 2. C'est-à-dire que le vainqueur a 10 et celui qui est allé au tapis a 8. Voilà. Donc, dans tous les cas, Francis devait être, si c'était un titre en jeu, si c'était un classement, il devait être vainqueur. Mais on ne trouvait pas la raison, les juges ne trouvaient pas la raison ici d'humilier Fury. C'est-à-dire c'est une notation... Oui, disons que... Qui tient en compte d'autres paramètres. C'est parce que les gens ne sont pas informés. Ce combat pouvait même être sans résultat. Oui, il y a des combats, nos contests qui n'ont pas de résultat. Donc, moi, je dis, logiquement, si c'était un combat, titre en jeu, classement... On aurait assisté à un autre... Francis aurait été vainqueur. Et même on n'aurait pas assisté à ce combat, à ce genre de combat. Le combat aurait été plus teigneux. Parce que quand Fury prend le coup au 3e round, il va au tapis, ça sème un doute dans son esprit, comme j'avais déjà dit. Il se dit, mais comment celui-ci est, qui fait quel genre de boxe? Donc, même ce qu'il sait faire disparaît. Il ne sait plus sur quel pied danser. Il veut revenir, il reprend les coups. Donc, moi, je pense que maintenant, là, il va se remettre un peu en cause. C'est pour ça déjà qu'il a reporté son combat de décembre pour mieux se préparer. En janvier. Oui, il a reporté en janvier pour mieux se préparer parce qu'il s'est dit, oh, je me croyais au sommet, mais il y a des gens qui sont là derrière, qui sont plus violents. Donc, il va avoir le temps maintenant de préparer, se remettre en cause et mieux boxer en janvier. C'est bien pour lui déjà. Mais Francis, il va être le bête noire dans cette discipline. Parce que déjà, on commence à faire des affiches contre Anthony Yoka, contre Joshua. Contre Joshua. Donc, moi, je ne peux pas conseiller à Joshua de boxer Francis. Ce n'est pas un gars qui prend les coups et résiste. Il n'absorbe pas les coups. Et Francis frappe fort. Moi, je ne peux pas lui conseiller d'accepter ce combat. Ça va être destructif pour lui. Ça va le détruire. Donc, il est mieux pour lui. Bon, on parle avec Wilder, par exemple, Wilder. Wilder, c'est vrai, il frappe, mais il ne frappe pas aussi lourd que Francis. Ça, il faut le reconnaître. Wilder ne frappe qu'en direct puissamment. En crochet, non. En hypercute, non, il n'est pas puissant. Et il est un peu stéréotypé. Il ne varie pas sa manière de boxer. Vous comprenez? Il fait la même boxe face à tous les adversaires. Donc, et quand il prend un coup violent, il va au tapis. Francis a pris 2 droites bien chargées, il n'a pas bougé d'un iota. Donc, face à Wilder, je vois Wilder vaincu. Même si Francis boxe à ce niveau, il bat Wilder. Donc, pour le moment, ça sera le gars à challenger pour tous les champions du monde des poids lourds. Là. Ils vont se dire, mais pour que j'ai encore de la notoriété, il faut battre Francis. Et tous vont chercher à rencontrer Francis. Et ça fait de la gloire pour Francis, ça fait qu'il est sur les projecteurs et il va aussi gagner beaucoup d'argent. On l'encourage dans ce sens. Peut-être une question avant la réaction de Claubert. On a vu, au cours de sa préparation, il y avait la présence de Mike Tyson. Vous avez largement commenté justement cette présence-là la semaine dernière. Est-ce que les points sur lesquels vous craignez, par exemple, que Francis ne s'en sorte pas, vous avez eu les éléments de réponse lors de ce combat, coach? Oui, c'était notamment sur la défense. Mais ce que Francis a encore de bien, c'est qu'il a un bon coup d'œil et il anticipe. Et ce que je veux lui demander de faire de plus encore, c'est d'être précis. La précision des coups. Il a mis quelques coups dans le vide, mais parce qu'en face de lui, c'est un bon technicien. Donc, là, je m'inquiétais pour sa défense, mais je sens qu'il a ramené les bras parce qu'en MMA, il avait les bras, une défense ouverte. Maintenant, il a ramené les bras. Il a un bon coup d'œil. Il esquive, il voit les coups venir. Et il peut parer, il peut esquiver. Ce qui est mauvais, c'est et il est resté concentré tout le match. Parce que ce qui fait perdre certains combats à des boxeurs, c'est d'être distrait à un moment. D'être un peu déconcentré et ils prennent des coups. Mais lui, il est resté concentré tout le match. C'est des choses que j'observais pour voir comment il fait. Et puis maintenant, on ne sait pas. Il n'est pas... C'est un gars qui a une bonne variété de boxe. Parce que vous avez en face de vous des boxeurs qui ne sont que des contreurs.
Les contreurs, c'est ceux qui attendent que vous attaquez pour frapper avant vous. Bon. Ou bien des contre-attaqueurs. Ou bien les gens qui attaquent, qui ont une attaque directe. C'est-à-dire qui sont feintés. Ils ne font pas de feintes pour frapper. Dès qu'ils ont une idée, ils vont tout droit frapper. Alors, Francis fait des feintes. Il est aussi un attaquant direct, il est un attaquant indirect. Il travaille aussi en contre. On ne trouve pas sur beaucoup de boxeurs d'avoir cette facilité. Donc, ça va être dur pour les autres parce que son adversaire Fury, par exemple, n'est pas un contreur, c'est un contre-attaquant. C'est-à-dire qu'il bloque ou il esquive avant de frapper. Mais Francis anticipe sur les attaques. Il va plus vite que toi, alors que tu allais amorcer l'attaque. La preuve, on a vu son compte, comment il prend Fury en compte, c'est ça qui l'amène au sol. Au moment où il frappe la droite, il le contre en crochet de gauche, il arrive avant son direct de droite. Ça, c'est important. Il a donc une grosse variété de connaissances maintenant en boxe et il va encore s'améliorer. Sa défense encore n'est pas très bien, comme je pense, mais dès qu'il va faire une défense regroupée et travailler, parce que il a pu réduire la distance qu'il avait avec Fury, mais ce qui reste à faire, c'est le travail de près. Le travail de près, parce qu'il a travaillé en direct au corps, parce que Fury était loin, mais se rapprocher et travailler avec les crochets et les hypercutes. Ça sera important pour des petites failles. Il a donné juste quelques hypercutes dans l'accrochage. Mais se rapprocher et faire un enchaînement d'hypercutes crochets, ça, c'est ce qu'il lui reste à faire encore. Ouais. Alors, Claude Yompa, est-ce que vous étiez aussi impatient de voir ce combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury, comme de nombreux Camerounais? Oui, parce que personne ne savait ce qui nous attendait. Les bookmakers avaient tout fait de dire que le vainqueur, devait être Fury. Oui. Ce qui a été le cas. À juste titre. Mais je crois qu'à la fin, c'était un peu plus nuancé que ça. Je crois que l'analyse, on peut faire une triple analyse de ce combat de boxe entre Fury et Francis Ngannou. La première analyse, c'est l'analyse sportive. Le côté technique, le coach l'a détaillé à suffisance et je n'ai pas qualité pour ne pas acheter tout ce qu'il nous a dit, puisqu'il est expert en la matière. Je crois que sur le côté sportif, les juges ont donné Tyson Fury vainqueur, mais là aussi, ce n'est pas idiot que de penser que c'est Francis qui a gagné, parce qu'au moins un juge a donné la victoire à Francis. Donc celui qui dit qu'il pense que Francis a gagné n'est pas faux. Et il y a au moins une chose qui est vraie, c'est que pour une surprise, on a eu droit à une véritable Francis Ngannou, même s'il a une formation de boxeur, même s'il fait régulièrement les sparring sur le plan professionnel, c'est un no-name. Ouais, c'est un no-name. C'est un no-name et il se présente devant Sa Majesté Tyson Fury, champion du monde de la plus prestigieuse des catégories de boxe WBC, et le tient en respect. Donc pour cela, vraiment, Francis était déjà... Est-ce que ça va créer, par exemple, un doute du côté de la boxe? Oui, certainement, ça va créer un doute, mais je vais aborder cela dans la dernière partie de mon analyse. La première analyse, elle était sportive. La seconde analyse, c'est l'analyse du sport business. Ouais. C'est ce que le coach l'a un peu abordé. Je vais aller un peu plus en détail, parce que quand la plupart des gens font l'analyse, ils se limitent simplement sur le combat qu'ils ont vu et se comportent, et comme le coach l'a rappelé à juste titre, se comportent comme si un titre était en jeu et comme si on avait volé la victoire de Francis, comme s'il y avait eu racisme. Non, il n'y a pas eu de victoire volée, il n'y a pas eu de racisme. Il faut rappeler déjà le contexte. Francis est champion du monde MMA. À l'UFC. Il y a quelqu'un qui le lui conteste, John Jones. Et Francis
ne refuse pas. Francis veut le combattre pour être le maître incontesté de la discipline. Dana White utilise cela pour faire du chantage à Francis pour la renouvellement de sa licence. Il lui fait du chantage. Francis ne cède pas et se retrouve presque sans emploi. Il va à la PFL, mais la PFL n'a pas la renommée de l'UFC. C'est vrai que le contrat qu'il fait avec l'Afrique et tout le reste, mais PFL, UFC, vraiment, c'est pas la même chose. Donc, sur le plan de la plus-value marketing, c'est quand même, on a l'impression que c'est une baisse. La première approche, c'est Joshua. L'objectif de Joshua, c'est de redevenir le challenger pour reprendre sa couronne mondiale. Le combat n'est pas intéressant pour lui. Il se moque de Francis et dit qu'il ne veut pas tuer son frère africain. On propose à Deontay Wilder dit non, ce n'est pas intéressant pour lui parce que l'objectif pour lui, c'est un autre combat contre Fury pour reprendre la ceinture que Fury lui a prise. On propose à Fury, curieusement, c'est Fury qui a tout à perdre, comme le coach l'a dit, parce qu'il a tout à perdre. Il est le champion du monde. S'il tape Francis, il n'y a aucune plus-value, parce qu'on lui dira, tu as tapé le champion du monde d'une discipline qui n'a rien à voir avec la boxe. Donc il n'y a aucune plus-value. La seule plus-value, c'est les 50 millions qu'on lui propose, ajouter à ça les pay-per-view qui vont encore tomber prochainement. Donc la seule plus-value pour lui, c'est l'argent. Sur le plan du challenge sportif, il n'a rien à gagner, mais il l'accepte quand même. Et quand il accepte, il y a quand même un gentleman agreement entre les deux. Le coach parlait tout à l'heure de Francis qui n'a pas voulu anticiper le mettre KO. Oui. C'est quand même psychologiquement, Francis sait qu'il n'a pas le droit de le faire dans ce business-là comme ça, parce que quelqu'un ne vous donne pas cette chance-là pour que vous veniez le ridiculiser. Il faut bien dire que Francis ne gagnait pas pour prendre une ceinture. Il y aurait eu un arrangement. Francis ne tout ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faudrait pas faire. C'est le sport business et ce n'est pas un combat conventionnel. C'est un combat officiel, mais ce n'est pas un combat pour un titre. Et même inconsciemment, Francis sait quand même ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Donc, au sortir de ce combat, le gagnant sur tous les plans, c'est Francis. Parce que Francis a gagné un an. Aujourd'hui, sur le plan marketing, les marques lui courent après. Oui. À Hollywood, les réalisateurs lui courent après pour tourner des films. Aujourd'hui, Joshua, s'il refuse un combat contre Francis, c'est lui qui serait ridicule aujourd'hui parce qu'il ne peut plus dire que c'est un anonyme. Wilder ne peut plus refuser un combat contre Francis parce qu'aujourd'hui, il a gagné en respect quand il envoie le champion du monde au sol. Vous êtes qui pour dire aujourd'hui que vous ne méritez pas combattre avec Francis? Donc aujourd'hui, ceux-là ne peuvent plus dire que Francis c'est qui, et c'est des opportunités que ça lui donne. Pendant toute sa carrière en MMA, on évalue ses gains à environ 3 millions d'euros. La signature pour ce combat, 10 millions d'euros, plus les pay-per-view qui peuvent encore monter à des dizaines de millions d'euros. Donc même financièrement, il sort gagnant. Aujourd'hui, il y a une discussion déjà à la WBC pour voir si on peut lui donner une licence professionnelle et intégrer directement le top 10. C'est inédit, je dis même financièrement, c'est inédit. Donc nous ne devons pas, et c'est le troisième point, le gagnant, c'est Francis sur toute la ligne, parce qu'aujourd'hui, ce combat lui ouvre déjà d'énormes possibilités, et l'Arabie Saoudite, qui quelques jours après a gagné l'organisation de la Coupe du Monde en 2034, parce que seule candidate envisage déjà Francis, qui n'est pas footballeur, comme un des ambassadeurs de sa Coupe du Monde. Et vous savez que ça se parle en pétrodollars. Donc, vraiment quelqu'un qui, il y a encore quelques mois,
se retrouvait dans une situation très difficile. Voilà, avec un combat, il s'ouvre 1000 portes. Donc c'est la lecture globale qu'on peut faire de ce combat-là. Le même regard, Moïse Bal, après ce combat, le vainqueur reste Francis Ngannou? Non, on ne peut pas le dire ainsi parce que la boxe a ses règles et ses canons. Le vainqueur, sur le plan de l'image et du marketing, je suis d'accord avec vous sur cet aspect-là, parce qu'au demeurant, il n'avait pas un grand nom au niveau de la bourse mondiale et tout a été organisé pour essayer de remettre Francis Ngannou sur orbite, parce qu'il avait déjà résilié son contrat avec l'UFC. Il était donc question pour lui du moins d'avoir de nouvelles opportunités, ce qu'il a saisi avec beaucoup de plaisir. Et il faut également saluer ici toute sa team qui l'accompagne, qui est resté très professionnel sur toute la ligne, qui n'a pas fait trop de bruit dans les réseaux sociaux ou dans les médias, mais qui a davantage travaillé pendant des mois pour venir à la hauteur de Fury, qui dépendait de la dernière pluie, et qui a tout de même reconnu au bout du compte qu'il avait en face de lui un morceau dur à coquer, même s'il est vainqueur au point. Le coach, l'entraîneur, Jean-Paul Monimo, a tout expliqué sur le plan technique et sur le plan de la grosse mafia également de cette affaire de bourse mondiale. Il faut tout simplement regretter qu'au niveau du Cameroun, et que les pouvoirs publics n'aient pas pris ce combat à bas le corps, en dehors de quelques opérations. En faisant quoi, par exemple? Non, mais davantage aussi promouvoir la bourse au niveau local, c'est-à-dire, pourquoi pas envoyer des représentants, pourquoi ne pas faire un déplacement pour aller soutenir justement Francis Ngannou? Le ministère des Sports aurait dû aussi... Le DTN a estimé, l'a dit, il n'y avait pas un titre en jeu. C'est vrai, il n'y avait pas un titre en jeu, mais ce combat a permis à Francis Ngannou de vendre l'image de marque du Cameroun, une nouvelle destination des sportifs. Il a insisté avant ce combat qu'il faudrait que le combat soit retransmis en direct, que ça passe dans son pays. C'était l'une de ses premières conditions et ça a été respecté. Et ça, il faut le reconnaître. Lorsque le combat est terminé, vous avez vu sa nouvelle tenue. C'était le vert rouge jaune. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Il part d'où pour arriver à ce stade de la compétition? Il faut tenir compte de ça également. Et moi, je reviens à ce niveau parce que les pouvoirs publics, quand je parle des pouvoirs publics, je parle du ministère des Sports. À défaut de diviser les candidats au sein des fédérations, il fait des choix un peu farfelus, il faut également penser à la politique sportive. On ne doit pas récupérer toujours les victoires parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus de Francis, mais Francis s'est forgé. Il part du Cameroun, il a refusé la nationalité américaine, il a refusé la nationalité française, il est resté camerounais. Dans sa peau, dans ses tenues, on voit le Cameroun, on voit tout, même au niveau, au niveau justement de tout ce qu'il y a comme matériel, on voit le Cameroun partout, le drapeau du Cameroun qui flotte. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup plus marqué. Et j'avais même prédit la défaite de Francis Ngannou. Il est ambassadeur d'une société de Paris, avec tout ce que cela comporte. S'il fallait, tout le monde a misé sur Francis Ngannou. S'il avait donc gagné ce combat, la société devait s'appauvrir, parce que tous les Camerounais ont parié pour la victoire de Francis Ngannou. Il fallait, non, maintenant, il y en a qui ont parié pour 2 millions, 3 millions. À la fin, ils étaient trop fâchés. Ils comptaient en même temps, parce qu'ils ont vu la réaction rapide de cette force brutale que Francis Ngannou a, parce qu'il faut dire qu'il est physiquement fort. Naturellement, il a cette force physique. Et il a mis en exergue justement ses atouts. Sachant qu'il affrontait le champion du monde, il est resté très modeste. Il n'a pas fléchi, il n'a pas tremblé. Cet esprit, ce fatigué spirit qui anime généralement les Camerounais, on a quand même vu un Francis Ngannou métamorphosé, très entouré par toute sa famille et toute sa team et ses amis d'enfance. Ça a permis à ce monsieur de tenir la tâche haute face à Fury, qui n'a pas aussi été ridicule. Lorsqu'il part sur le tapis à 3 reprises, pour les Camerounais, le combat est terminé. Sauf que le coach a bien expliqué, ça se gagne au point. Il a des choses à améliorer dans cette catégorie, dans cette catégorie des poids lourds. Il sort des MMA. Et vous avez également entendu qu'à un certain moment, il voulait achever, lorsqu'il a envoyé une gauche à Fury qui s'est retrouvé au tapis. Il voulait aller l'assommer, croyant qu'il a encore MMA. Après, il s'est ravisé, il dit non, c'est la bosse ici, ce n'est pas. Il habite à chaque fois, il veut l'appeler alors pour dire que mon ami, c'est la bosse, ce n'est pas le MMA ici. Donc, il faut respecter les règles et tout et tout. Moi, j'estime que sur le plan marketing, nous avons beaucoup gagné.
Quand je dis nous, je parle du Cameroun. Et sur le plan individuel, Francis Ngannou a démontré à suffisance, à tous les yeux, aux yeux du monde, et particulièrement aux Camerounais, que la foi soulève les montagnes. Il faut aimer ce que l'on fait, il faut avoir cette hargne, il faut être patient. Il faut avoir cette envie. Et aujourd'hui, il y a des boxeurs qui naissent un peu partout. Vous avez vu les images qui circulent dans les réseaux sociaux, des enfants qui s'amusent à faire la boxe. Et c'est là où j'interpelle la Fédération camerounaise de boxe. Aujourd'hui, qui n'a pas de bureau directeur, qui n'a absolument rien. C'est vrai que la fédération est assez discrète. Elle n'a pas de bureau. Jean-Paul Moniemo, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Le bureau n'existe que sur les papiers parce que tout a été suspendu. Le ministère des Sports, le ministère des Sports, fidèle à sa tradition, a divisé les acteurs. Ce n'est pas un procès du ministère des Sports ici. Je vous en prie. Il n'y a pas de bureau à la fédération. Moi, j'étais en train d'interpeller un peu le coach pour savoir, pour tenter de comprendre le silence de la FECABOX. En fait, qui devait passer? Silence à quel niveau? Parce que j'ai vu, avant le combat, les entraîneurs, même les membres de la fédération étaient sur les différents plateaux pour encourager Francis. On parle de l'Arabie Saoudite. Oui, par rapport au combat oui, non, je dis, beaucoup de membres de la Fédération camerounaise de boxe passaient sur le plateau Sierra TV et autres à Yaoundé partout pour... Ils sont passés à STV? Quoi, STV? Oui. Mais il est là. Sierra TV. Il est là. J'étais là. Voilà. Alors, mais en dehors de ces passages plateau... c'est pas suffisant. Mais attends. Qu'est-ce que la FECABOX peut faire pour capitaliser justement... C'est un comité qui est là maintenant. Oui. Un comité. Il n'y a pas de bureau directeur. Qui est là parce que la fédération a été dissoute. Et à côté avec ses problèmes d'élection. Et puis le ministère a suspendu et a donc mis sur pied le comité de gestion. Donc provisoire pour un temps. En attendant qu'on relance les élections et qu'on... Ça pèse là. Donc pour le moment, il n'y a pas une fédération... C'est le comité qui gère. Et les membres de ce comité étaient sur les différents plateaux. Maintenant, vous voulez dire encourager Francis sur le fait d'envoyer quelqu'un là-bas et machin. Non, ils n'ont pas cette possibilité d'y aller. Pourquoi? Ils n'ont pas de budget. Sur quel budget ils devaient aller? Avec quel budget? Ils n'avaient qu'à saisir le ministère. Non. Ça, c'est autre chose. Et comme ça, tout le temps. Vous savez comment ça fonctionne, les budgets au Cameroun. Donc, de ce côté, il ne faut pas vous embêter. Donc, les Camerounais, en ce qui concerne la boxe, ont supporté Francis à 100%. Tout le monde, que ce soit les boxeurs ou la fédération, tout le monde avait Francis dans son cœur et l'encourageait. Vous avez regardé le combat où coach Moniemo? J'étais avec le maire de Douala 5e. Il m'a invité chez lui et j'étais avec Canal+, des gens de talent d'Afrique. Déjà, ça passe cette semaine. Oui. C'est déjà passé. Oui, ça passe cette semaine. Donc, j'étais avec eux. Canal+ est venu me chercher. Nous sommes allés de la salle de l'unité de boxe où j'ai entraîné Francis. On est allé à Bonamou Sadi. Déjà dans la salle où... À la fondation Francis Ngannou. Oui, fondation où j'entraîne maintenant. L'initiative privée, toujours. Donc, et après... On est donc allé avec monsieur le maire et le sous-préfet regarder ensemble le match, le combat de Francis. Regardez où? À Bonamou Sadi. On avait fait un écran géant. Un écran géant, oui. Ouais, et il y a encore l'affiche là. Oui, on avait fait un écran géant et on était tous là à regarder le combat. Santa Lucia. Bon, donc voilà comment j'ai regardé ce match avec quelques-uns, avec l'entraîneur régional de boxe du littoral et quelques boxeurs de l'équipe nationale aussi qui sont à Douala. On était là-bas à regarder les matchs. Bon, parce que maintenant, depuis un certain temps, il a fait une structure. J'entraîne dans cette structure à Bonamou Sadi. Et je ne suis pas complètement parti de Nebel. Je maintiens un pied à Nebel. Il ne faut même pas. Voilà, donc un pied à Nebel et un pied à la fondation. À la fondation, oui. Oui, parce que il faut entraîner les enfants dans un cadre. Je vous dis que depuis 2 mois que je suis à la fondation, j'ai plus de 120 inscrits. Plus de 120 inscrits. C'est-à-dire que les enfants, maintenant, à cause même de ce match qui a été programmé, chaque jour, j'ai au moins 10 inscriptions, 20 inscriptions. C'est ça, les retombées. Donc, mais sachez aussi que c'est gratuit chez lui. C'est pas payant.
Donc j'entraîne les enfants là-bas gratuitement, en espérant qu'on puisse avoir un autre Francis sorti de sa fondation. Mais déjà, j'ai un petit coup de... Je peux dire, ce petit don, j'ai remarqué qu'en moins de 2 mois, j'ai vu quelques-uns qui pourront être des excellents boxeurs s'ils continuent sur cette lancée. Donc on peut... Les parents, ils vont à l'école aussi? Oui, bien sûr, parce que, voilà, écoute, écoute-moi bien, je ne fais pas comme dans d'autres disciplines. Parce que moi, j'ai boxé en allant à l'école. C'est bien. Et je sais comment, les difficultés que les enfants peuvent avoir. Il faut bien dire le contraire. Parce que je vous rappelle que c'est ce que j'ai eu comme problème que j'essaie de résoudre. Parce que pendant que j'étais boxeur, il y avait des compétitions pendant les classes, des grandes compétitions. Et moi, je faisais des efforts. Il y a beaucoup de compétitions que je n'ai pas fait parce que j'étais à l'école. Alors moi, j'évite ça aux enfants maintenant. Je ne programme pas les grandes compétitions pendant les périodes de classe. Je peux le programmer, je programme les compétitions pendant les congés. Donc, et maintenant, pour qu'ils s'entraînent suffisamment, les entraînements, comme on fréquente une seule fois maintenant, je commence les entraînements à 16h. 16h, 18h, pour que l'enfant ait le temps de s'entraîner, qu'il quitte l'école, il vient s'entraîner, et il va directement à la maison pour apprendre ses leçons après. Mais à notre époque, c'était très difficile, on fréquentait 2 fois, il fallait finir. Le matin et le soir. Voilà, aller à l'école. Il fallait finir l'école à 17h30, aller à la salle s'entraîner de 18h à 20h. C'était pas évident. À la maison, on avait très peu de temps pour faire les devoirs et se reposer. Le matin, 4h, il faut aller au footing. Donc, c'était pas très aisé pour nous à cette époque. Et on organisait les compétitions sans tenir compte des élèves qui étaient, de quelques élèves qui étaient parmi nous. Je veux bien dire qu'à cette époque, il y avait très peu d'élèves boxeurs. Donc maintenant, je suis responsable, je tiens compte de tout ça pour organiser les rencontres et les entraînements. Donc, j'ai plein d'élèves qui sont inscrits, et des travailleurs. Mais ce que je déplore jusqu'à présent, c'est que j'ai toujours eu les meilleurs qui sont sortis parmi les enfants. C'est-à-dire que l'âge de l'acquisition des gestes techniques, c'est-à-dire je prends les enfants autour de 10 ans, entre 10 ans et 16 ans. C'est pas tout le temps? On n'a plus de chance, non? 10 ans et 16 ans en boxe. Je ne prends pas moins de 10 ans. Parce que vous allez voir, vous avez vu dans les réseaux sociaux ce qu'un bébé a fait à sa soeur. Donc vous le prenez moins de ça, il ne sait pas l'impact du coup. Justement. Et il peut l'achever. Voilà, il peut assommer ses camarades à l'école. Donc à 10 ans, ils sont un peu plus conscients. D'accord. Voilà, c'est à cet âge qu'on les prend jusqu'à 16 ans. Et je suis sûr qu'en 4 ans, quand il atteint 20 ans, si je l'ai pris à 16 ans, il devient un très bon boxeur en 4 ans. C'est l'âge universel? Alors, Ernest Mabouka, ce combat, peut-être pour sortir, on est pratiquement en fin d'émission. Moi, c'est plutôt la pub, et plutôt ce qu'on a préparé. Parce que Mike Tyson étant à côté de Ngannou, oui, c'était une source de motivation. Il faut essayer de voir les réseaux sociaux, de voir ce qui s'est passé avant qu'il ne devienne le coach de Ngannou. C'est ça que moi je retiens. Parce qu'ils se sont rencontrés. Je suis sûr même que c'est lui qui motive Ngannou à faire la boxe. Parce que Ngannou fait la boxe au Cameroun. Oui, donc ça veut dire que d'aller faire la combat avec Fury. Vous comprenez un peu? Parce que tout le monde était dans ce game-là. C'est le business. Et maintenant, voyant la force de Ngannou, parce que ceux qui ont vu la MMA, voir comment Ngannou frappait les gens là-bas, ont su que Ngannou a un coup de poing qu'aucun noir africain ne peut, sauf les Américains. Parce que je dis, avant, pour arriver à la boxe, on voyait seulement les Américains. Parce qu'ils avaient la chance qu'ils recrutaient mais en plein rue. Ça veut dire que dans les bagarres de rue, là, c'est là où on voyait les gens. On a vu ça en Ngannou, qu'Ngannou, quand il arrive à la boxe, il peut faire du mal. C'est pour cela que ça a été le business en disant que, gars, si tu vas boxer avec Fury, Fury a accepté parce que quelque part il s'est dit que voilà un Africain qui s'est battu, quittant l'Afrique, dans le désert, arrivé en Europe. Et pourquoi? Et maintenant, ils ont accepté. Et il fallait voir pour moi. Ça m'a fait un grand plaisir de voir Mike Tyson à côté de lui. Oui. Et ça lui a donné, ça lui a rassuré. Et en entrant même dans le ring, Mike Tyson lui a dit quelque chose.
Ouais. C'est focus. Ça veut dire qu'elle reste concentrée. Ouais, c'est ce que je disais tantôt. Parce que je crois qu'à MMA, on ne pouvait pas voir l'affluence comme on a vu à Dubaï, à Riyad. Parce que c'était le monde. Ouais, tous les stars. Un monde. Et c'est pour cela qu'il fallait quelqu'un à côté de lui pour lui dire que prépare-toi. Il faut être focus. Et ce focus, on l'a vu sur Ngannou. Et comme a dit le coach, je crois qu'on peut avoir beaucoup de Camerounais. Parce qu'on a vu Emebe arriver à ce stade-là, faire du mal. Pour qu'on peut avoir des champions. C'est comme ça que les États-Unis... Prenons un peu la boxe en se disant qu'en Afrique, le Cameroun est parmi les pays qui ont eu des grands boxeurs. Vous comprenez un peu. Donc, qu'on tient compte de ça, et que la fédération de boxe tient compte de ça, on verra et on aura encore des champions. Merci en tout cas, messieurs, d'être venus. Mais la petite dernière question que je voudrais rapidement avoir votre avis là-dessus, coach, vous êtes formateur de Francis Ngannou. Quel est le regard que vous portez sur sa progression jusqu'ici? En fait, Ngannou, c'est un cas un peu exceptionnel. Je veux dire, généralement chez les poids lourds, dans la boxe en général, les puissants boxeurs, les frappeurs, sont très peu techniciens, sont très peu intelligents. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'ils peuvent boxer d'une seule manière, à tel point que vous pouvez le calquer et savoir que quand je vais rencontrer tel frappeur, voilà comment il fait. Oui. Mais tel n'est pas le cas de Francis. Francis a une variété de boxe. Et ça, c'est très important. Et ça va embêter pour longtemps ses adversaires. Il a une variété, tu ne peux pas dire, voilà comment Francis boxe. Il va varier en fonction de ce qu'il aura en face de lui. Et c'est très important pour un puncher. Parce que quand tu crois, tout le monde savait que c'est son hypercute qui était puissant. Tout le monde. Parce que la plupart des KO qu'il a mis au MMA, c'était en hypercute. Tout à fait. Personne n'aurait jamais imaginé la puissance de son crochet. En bout de coup, ça a mis Fury au sol. Donc, imaginez s'il avait pris un plein fouet, peut-être du crochet de droit. Ça veut dire que c'est un gars qui a une grosse variété devant lui. Beaucoup de textes d'incompréhension face à cet adversaire. Ils auront beaucoup de mal à cerner Francis. Surtout aussi dans son coin, parce qu'en dehors de ses potentialités, il doit avoir un bon manager dans son coin qui analyse les combats en fonction de tes potentialités et lui dit ce qu'il doit faire. Ça, c'est très important. Le manager qui est au coin est à 50% ou même à 60% des résultats du combat. Vous pouvez entraîner parfaitement un athlète, mais vous n'arrivez pas à faire la lecture du combat qui est en face de lui et lui dire ce qu'il doit faire en fonction de ce qu'il sait faire. Le point faible. Oui, c'est ça le nœud de la boxe. Et je pense que cette fois-ci, il n'avait même pas encore besoin de ça parce qu'il a trouvé qu'il y avait moins de difficultés. Il s'est entraîné plus que ce qu'il ne fallait pour ce combat. Oui. Il pensait avoir affaire à quelque chose de très dur. Oui. Mais il a senti que c'était un peu mou. Et il a baissé le rythme. Ça, c'est bien dit, c'est bien vu. Vous avez vraiment merci beaucoup, merci beaucoup, coach, d'être venu ce soir décrypter pour nous ce combat Ngannou contre Fury. Je pense qu'on a quand même fait l'effort de vous apporter satisfaction, notamment à tous ceux qui nous ont contactés pour mieux comprendre ce qui s'est passé samedi dernier du côté de l'Arabie Saoudite. Merci Clebert Yompan pour votre présence également ce soir. Moïse Armambal, coach Anes Babouka, Adonis Yamed à la réalisation et toute son équipe technique. Merci de nous avoir regardés. À la semaine prochaine. Au revoir.